Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir. Vous savez pas, quand on fait de la télé, on voit personne en fait. Voilà. Quand je fais de la télé, moi je vois des caméras, je vois personne et je vous avoue que c'est un peu frustrant. Il y en a parmi vous qui regardent le magazine de la santé ? Alors attendez. Je voudrais qu'on se mette d'accord, déjà, pour qu'il y ait une ambiance à peu près sympa ce soir. Je repose la question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent le magazine de la santé ? Oui ! Je ne vous ai pas forcé, hein ? Une excellente émission que je présente donc avec Marina Carambeu et je me gourre à chaque fois. C'est sympa pour les deux, non ? Elles sont sympas toutes les deux, hein, franchement, parce que je sais que vous regardez donc le magazine, vous l'avez dit, vous avez dû apercevoir aussi le pouvoir extraordinaire du corps humain, donc que je présente avec Adriana, qui est une fille géniale. Elle est pas mal, ça c'est sûr, physiquement il y a pire, et elle est super sympa. Mais c'est pas le thème de la soirée. On est ici pour la 20e fois, pas à Toulon, mais dans notre Tour de France des conférences. Je vous disais que c'était frustrant pour un présentateur de ne jamais voir les gens à qui il parlait. C'est pour ça qu'on a voulu se lancer dans ce Tour de France qui au début était, on s'est dit tiens on va faire une petite conférence, voir un petit peu ce qui se passe, si ça peut intéresser les gens, on va parler du sommeil, c'était à Bordeaux. On a eu autant de gens dehors que dedans, il faut dire qu'on avait pris une petite salle parce qu'on se demandait si ça allait marcher, et ainsi de suite, et on a eu pratiquement des émeutes parce qu'à chaque fois on se retrouvait avec trop de monde. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à creuser. C'est pour ça qu'on est ici ce soir à Toulon pour parler de santé. Nous ne faisons pas un Tour de France avec le même thème, celui auquel vous allez assister ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les villes où nous passons, nous sommes en partenariat avec la municipalité. C'est donc Toulon qui nous accueille ce soir. Et je vais demander à Madame Geneviève Lévy, qui est première adjointe au maire et députée, de venir nous voir. Voilà, je vous passe ce micro. Il y en a peut-être un là-bas, mais je vous laisse celui-là qui est attaché. Oui, merci. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais, au nom d'Hubert Falco, vous remercier d'avoir choisi notre ville pour évoquer un sujet qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup de Toulonnais. Nous avons ici à Toulon des Toulonnais dynamiques, quel que soit leur âge, avec énormément d'attention pour tout ce qui concerne leur santé. Et donc, lorsque vous nous avez demandé si cette conférence pouvait intéresser, j'ai tout de suite répondu oui, bien sûr, et monsieur le maire s'est associé à cette démarche. Alors, vous avez effectivement une démarche que je pourrais qualifier de philanthropique, parce que... Je croyais que vous alliez dire chaloupé, ma démarche. Ça, je n'ai pas encore vu, vous la verrez tout à l'heure. Je verrai tout à l'heure, oui. Parce que, effectivement, parler de la santé, c'est pas simple. Les personnes souvent n'osent pas s'exposer et échanger sur ce sujet en craignant de pouvoir poser des questions qui ne seraient peut-être pas conformes. Et je crois que justement ce que vous avez pu développer à travers toute la France, c'est cette possibilité d'échanger, de poser des bonnes questions, d'avoir évidemment des bonnes réponses, ça va de soi. Et moi je suis ravie de vous accueillir à Toulon, bien sûr en tant qu'élue de la ville, mais aussi en ma qualité de députée, parce que je suis on ne peut plus intéressée par tout ce qui concerne les politiques de prévention. Et donc, parce que je pense notamment que la prévention correspond à des lignes budgétaires qui sont très intéressantes si on veut en faire des calculs. Et donc, j'adhère pleinement, encore une fois, à ce que vous pouvez apporter comme réponse et à toutes les questions qui peuvent se poser. Alors ce soir, à Toulon, c'est bouger et bien bouger pour bien vivre et pour vivre longtemps. Donc merci à la Mutuelle Générale qui est votre partenaire. Et puis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, madame, de nous recevoir et de nous accueillir. Alors, vous avez cité la Mutuelle Générale. C'est effectivement notre partenaire historique depuis le début. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ce Tour de France.
Il est certain que pour que vous puissiez venir ici gratuitement, on a besoin de l'accueil de la municipalité, mais il faut aussi qu'on ait des partenaires. Et la Mutuelle Générale s'est associée à nous depuis le début. Vous la voyez ici de chaque côté. Ils nous aident énormément. Sans elle, on ne pourrait pas faire ce Tour de France. Et je vais demander à monsieur Henri Petit-Poisson, qui est le président régional de la Mutuelle, de nous rejoindre pour là aussi un petit mot d'accueil. Bonsoir à tous et à toutes. Je te remercie Michel de me laisser la parole quelques instants. Ça va faire la troisième fois que nous nous voyons, puisque nous nous sommes vus à Nice, à Marseille, mais ce soir à Toulon. Que dans le sud. Que dans le sud, oui. Ouais, moi, je suis du sud. Oui, j'ai marché. Ne me le dites pas, j'ai remarqué. Donc ce soir, je représente la Mutuelle Générale en compagnie de Madame Claude Versavo, qui est la présidente de la Mutuelle Générale pour le département du Var, et de Christophe Beauvillain, qui est le directeur de l'agence de Toulon. La Mutuelle Générale est heureuse de participer à l'organisation de cette soirée. Comme l'a dit Michel, nous sommes le partenaire privilégié du Club Santé Débat depuis 3 ans. Et à ce titre, nous l'accompagnons dans toute la France pour informer le public et répondre aux interrogations que chacun de nous se pose sur sa santé. J'espère que ce soir, vous trouverez la réponse à vos questions. Pour nous, Mutuelle Générale, c'est également l'occasion de répondre à nos engagements envers nos adhérents en les aidant à compenser leurs problèmes de santé et également en les accompagnant dans toutes les étapes de leur vie. La conférence est accessible sur Internet et vous pouvez voir ou revoir toutes les conférences soit sur le site de la Mutuelle Générale, soit sur le site du Club Santé Débat. Donc, merci encore de votre accueil et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Alors, parmi les partenaires aussi qui nous aident beaucoup pour l'organisation de ces conférences, je voudrais citer Alain Afflelou, qui est avec nous aussi depuis plusieurs mois pour nous aider, pour nous accompagner. Je crois qu'il y a pas mal de collaborateurs de chez Alain Afflelou ici ce soir. Remercier nos partenaires médias qui vous permettent de vous informer, de savoir que cette conférence existe. Var Matin pour ce soir, France Bleu et notre partenaire média télé, c'est Télé Loisirs. Alors, vous devez savoir, puisque vous êtes apparemment des fidèles du magazine de la santé, que nous augmentons notre espérance de vie régulièrement, et c'est même assez prodigieux quand on y pense. On gagne 1 mois d'espérance de vie par trimestre. Quand je dis « on », ce n'est pas nous ce soir. Voilà, je suis désolé, c'est les enfants qui naissent aujourd'hui. Eux, ils gagnent 1 mois d'espérance de vie par trimestre. Mais on peut dire que nous aussi, on en gagne quand même pas mal de ces années de vie. La question est de savoir si toutes ces années qu'on gagne, on les gagne en bonne santé ou pas. Parce que si c'est pour vivre 10 ans de plus dans un fauteuil, c'est pas forcément, ou en étant grabataire ou complètement dépendant, c'est quand même pas très marrant ni très enviable. Jusqu'à il y a quelques années, l'augmentation de l'espérance de vie allait de pair avec une augmentation des années de vie, de l'espérance de vie en bonne santé. Malheureusement, depuis quelques années, la courbe s'est inversée. Alors oui, nous continuons à gagner 1 mois d'espérance de vie par trimestre. Malheureusement, le pourcentage de notre vie que nous passons en bonne santé, lui, se réduit. On a de plus en plus d'années supplémentaires, mais qui sont passées aussi en mauvais état de santé. Il y a 25 000 raisons pour ça. Parmi ces raisons, il y a la vie qu'on mène actuellement, le stress, il y a le déséquilibre alimentaire, il y a paradoxalement les progrès de la médecine, parce que plus on fait des progrès en médecine, plus on dépiste des maladies tôt, et plus on passe du statut de bien portant au statut de malade. Mais il y a aussi une raison importante, c'est que nous ne prenons pas suffisamment conscience qu'il faut prendre soin de son organisme. Et c'est pour ça qu'on veut faire cette conférence ce soir sur le bien bouger, parce que vous allez voir sur un certain nombre de chiffres assez affolants sur les activités. On parle d'activité physique, j'insiste là-dessus et j'insisterai toute la soirée. Il n'est pas question ce soir de vous dire faites du sport, inscrivez-vous dans une salle de gym, allez acheter un vélo et faites le Tour de France. Il s'agit de se bouger un tout petit peu. Et se bouger, vous le verrez, tout le monde est capable de le faire.
Et je ne vais pas en parler tout seul de ça ce soir. Je vais demander à nos orateurs de venir me rejoindre. Nous avons le docteur Laurence Pallier, qui est médecin généraliste, directrice du CODES 83, c'est le comité départemental d'éducation pour la santé du Var. Le docteur Laurent Poirette, qui est cardiologue à l'hôpital Léon Bérard à Hyères. Le docteur Véronique Di Costanzo, endocrinologue, qui est... alors, elle a un truc long comme le bras. Je vais dire que vous êtes présidente de l'association à Passeport. On en parlera tout à l'heure. Laurence Quintard, qui est psychologue sport et alimentation et qui est membre de la commission médicale du comité olympique et sportif du Var. Et quelqu'un que vous connaissez peut-être, j'en sais rien, je m'avance peut-être un petit peu. Qui c'est qui me fait faire du sport à la télé? Eh bien, il est là. Nordine Attab. Voilà, vous allez voir, il est aussi beau en vrai qu'à la télé. Bonsoir tout le monde. Alors, tous ces gens-là vont m'aider à faire le point un petit peu sur l'activité physique et Nordine fera souffrir je ne sais pas qui pour l'instant parce que ce n'est pas prévu, mais ce ne sera pas moi pour une fois. Parce que je sais pas, vous avez vu cette scène c'est même pas la peine de dire. Laquelle? Les boules. Très bien, madame. Pour ceux qui n'auraient pas vu, ouais. J'ai parlé comme ça pendant 8 jours. Hein. Nordine a voulu me prouver que c'était bien de porter une coquille quand on faisait du sport. Et pour prouver que c'était bien, il m'a fait, alors, voilà, vous mettez la coquille, Michel, et regardez, je vais vous montrer. Et là, sauf que, normalement, c'est comme au cinéma, vous voyez, il touche, mais... sauf que cet enfoiré, il n'a pas touché. Elle a glissé. Et la coquille a glissé, donc le point est passé... Si vous voulez, la coquille, au lieu d'être là, elle était comme ça, vous voyez, un peu décalée, et le point est arrivé là. Ça ne s'est pas vu à la télé trop, mais j'étais pas bien. Et donc maintenant, je ne veux plus faire de sport avec Nordine. Bon, enfin, arrêtons de parler de moi. Vous allez voir déjà des petits chiffres qui vont nous intéresser. Un individu complètement sédentaire, mais alors complètement, hein, genre vous arrivez le matin à 8h ici, vous repartez à 20h, vous n'avez pas bougé, qui passe à un statut d'actif, et on va le définir ce que c'est un statut d'actif, peut gagner 1 an et demi à plus de 3 ans et demi d'espérance de vie en plus. Et comme je vous ai dit que cette espérance de vie, ce qui était intéressant, c'est de la passer en bonne santé, hein, en forme, on va voir comment on fait. Vous allez voir également, les Français sont sédentaires puisque, comme vous pouvez le constater, 43% ne pratiquent aucune activité hebdomadaire. Donc, quand on dit hebdomadaire, c'est marrant ces stats parce que hebdomadaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les semaines, ça vous le savez. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en faire plus pendant un mois. Enfin, je veux dire, on pourrait dire ne pratiquent aucune activité, c'est tout. Ils sont cons. Alors, 46% des femmes, vous voyez, les 35-54 ans, pratiquement de la moitié ne bougent pas, c'est quand même affolant. Il y a ceux qui n'ont jamais pratiqué de sport ou qui n'en ont pas fait depuis 10 ans. Et donc, comme je vous le disais, 2/3 des Français qui étaient sédentaires. La question, c'est pourquoi? Pourquoi les Français ne s'y mettent pas? Eh bien, regardez, ça fait peur. Et je suis certain que ce soir, il y a plein de gens, il y en a plein d'entre vous qui se disent « je m'y mettrai bien, mais mes genoux, mon dos, mon cerveau, mon cœur, je vais la plier. Si je me mets à marcher un peu plus vite que d'habitude, je vais faire un arrêt cardiaque et tout. » Et que tout le monde flippe à l'idée de se remettre au sport, vous le voyez. Et 71% des seniors, ceux qui ont plus de 50 ans, ça m'énerve un peu là. Ça vous énerve pas, vous? Parce que vous n'avez pas 55 ans, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai 56 ans et maintenant, je suis senior, si vous voulez. Il y a 2 ans, quand je lisais cette diapo, je me disais, oh la vache, senior, ouais, quand même. Et là, je suis tombé dedans. Et c'est 65 ans, normalement, les seniors? Ah, vous allez intervenir souvent pendant la soirée. Oui, pour l'agence régionale de santé, ils ont mis 55 ans pour les personnes vieillissantes. Il y a un plan de prévention pour les personnes vieillissantes. Si vous commencez à vous foutre de ma gueule dès le début de la conférence, je vous rappelle que c'est moi qui mène cette conférence et que ça peut très très mal se passer pour vous. Très bien. Alors,
Qui veut nous expliquer pourquoi les Français ont peur de faire du sport? Madame la psychologue, vous savez ce que c'est que la peur? Bien sûr, je sais. Peur, déjà, on peut parler de sédentarité. La mode de vie a changé aussi, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans nos canapés avec la télécommande. Autrefois, on devait se lever, changer la chaîne. Maintenant, on a les portables. Avant, on devait se lever, téléphoner. Enfin, il y a plein de petites actions comme ça au quotidien qui font qu'on n'a plus à le faire. Donc déjà, la peur, c'est l'inconnu de l'activité physique. Tout est à portée de main maintenant. Autrefois, c'était... Enfin, autrefois, il n'y a peut-être pas si longtemps, je ne suis pas... Il y a quelques temps, de votre temps, il n'y avait peut-être pas de télécommande. Maintenant, Moi, je vais vous dire, ça me fait marrer parce qu'au début, ils sont là, tout feu, tout flamme. Et puis au fur et à mesure, ils se disent peut-être pas bien démarrer parce que vous allez voir. On va se marrer tout à l'heure. Vous faites de l'activité physique, vous? Bien sûr, plein. Ouais, on va voir ça. Je suis mariée. Je passe l'aspirateur, je fais les carreaux, j'ai 3 enfants, je fais de l'activité physique. Ah d'accord. Okay. Non, mais après, voilà, la peur, effectivement, c'est aussi l'inconnu de l'activité physique. Et je pense que ce soir, ce qui va être intéressant, c'est de donner des exemples. Alors, on a un spécialiste, mais déjà, la peur, c'est l'inconnu de l'activité physique. Donc, si on connaît un tout petit peu plus ce que c'est que l'activité physique de base, ça fera déjà un peu moins peur. Parce que peur, on parle de sport, mais sport, c'est la télé. On ne demande pas de faire un 100 mètres. Le principe, c'est quand je parle, vous arrêtez. D'accord? Ah, on est des femmes quand même. Non, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je les ai vus tout à l'heure, on s'est présenté un petit peu dans la salle. Je ne sais pas si... Je leur ai demandé si parfois je pouvais en placer une, en fait. Si je pouvais de temps en temps dire quelque chose. Madame le médecin généraliste. Oui, c'est vous. Est-ce que l'anxiété, l'angoisse devant l'activité physique ou la pratique du sport, parce que comme tout bon médecin généraliste, vous recommandez à vos patients d'en faire. Bien sûr. Est-ce que vous voyez les grands yeux en disant « mais c'est pas possible, docteur, j'en ai jamais fait, je ne vais pas commencer maintenant ». Oui, alors c'est pas comme ça qu'on leur en parle, on leur demande ce qu'ils font, pour eux, est-ce qu'ils marchent un petit peu dans la journée. On parle assez peu, quand on aborde les choses, tout de suite de sport. En effet, on leur demande quelles sont les activités qu'ils font, est-ce qu'ils vont au marché, parce qu'ici on va au marché, vous voyez. Et à Paris aussi, hein, on a des marchés. Hein. Oui, mais vous n'avez pas le cours Lafayette. On leur demande, vous n'avez pas le cours Lafayette. Ah non, on n'a pas le cours Lafayette, non, mais... non, on leur demande quelle est l'activité qu'ils font, en particulier s'ils marchent, s'ils prennent de temps en temps l'escalier plutôt que l'ascenseur, et des choses comme ça, avant de commencer à leur dire qu'il faut faire tous les jours 30 minutes d'activité physique. Là, et le discours passe, vous arrivez à leur faire passer Pas forcément au départ, mais on les écoute et on essaye de... petit à petit, avec des tout petits pas, de faire augmenter, je dirais, l'activité physique. On ne va pas passer de rien du tout à, tout d'un coup, 30 minutes par jour. Donc ça ne va pas être faisable. Alors, on va voir justement ce que c'est que cette activité physique. On va vous donner quelques exemples parce que, encore une fois, et je pense que ce qui fait que les gens ont peur, ils confondent avec le sport. Vous voyez que l'activité physique, c'est des choses très, très simples. Marcher, les escaliers, on vient de l'entendre, des exercices de gym chez vous. Nordine va nous donner quelques exemples tout à l'heure. Quand vous avez les moyens de vous acheter un vélo d'appartement, c'est très sympa. Si vous avez les moyens de vous acheter une piscine à l'intérieur de chez vous, c'est sympa aussi. C'est à la portée de tout le monde, ça. Et danser, ça, je suis sûr. Il y en a combien qui dansent là dans les clubs ou machin? Non, allez-y, on s'en fout, on va pas. Allez-y, quoi. Il n'y a pas beaucoup de danseurs? Si, vous, madame, enfin, vous êtes toute seule ou quoi? Vous n'avez pas des clubs de danse à Toulon? Vous avez des marchés? Bon, il faut vous y mettre, c'est sympa. Monsieur le cardiologue, on va revenir tout à l'heure sur les bienfaits sur le cœur. Le simple fait de marcher, là aussi on va en voir avec Nordine tout à l'heure, mais le simple fait de marcher pour notre organisme, pour notre cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que les gens se disent, bon, marcher, c'est pas du sport, c'est pas de l'activité physique, ça va rien me faire. Si, la marche, c'est une excellente activité physique. Hein. C'est l'activité physique qu'on recommande en premier aux personnes qui font plus grand-chose. C'est ce que tout le monde sait faire. Enfin, il y a des handicaps quand même, mais la plupart des personnes peuvent marcher. Et sur le plan cardiovasculaire, c'est excellent. Nous, ce qu'on leur dit, ce qui est le plus important, c'est de bouger, mais on essaye quand même, pour les gens qui peuvent, de leur inculquer une notion d'intensité quand même à la marche.
parce que ça, c'est important. L'intensité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle La il faut vitesse, marcher. voilà. Alors, c'est vrai que si on veut avoir un impact cardiovasculaire optimal, on conseille, pour les gens qui peuvent, encore une fois, d'essayer de marcher en plat, par exemple, 5 km/h. C'est quand même déjà soutenu. Tiens, Nordine, tu es capable de marcher 5 km/h juste pour nous montrer. Tu pars de là. Si tu veux bien, hein, Nordine. Hein. On m'a interdit de passer là. Ben non, mais tu viens, c'est moi qui dirige. Ne t'occupe pas de ce qu'on t'a dit. Non, mais tu vois, tu pars de là. Non, on a interdit, c'est parce que nous avons ici, nous filmons cette conférence et il faut qu'on reste dans la lumière. Donc, Nordine, nous chronométrons. 5 km/h, c'est quoi? Non. Là, on est sur du 5. C'est bien, hein? Ah oui, oui. C'est ça? C'est rapide pour des gens d'un certain âge comme moi. En fait, excusez-moi, il faut limite avoir presque envie de passer en course à pied. Très légèrement. Je suis on ici. est à la limite. Le chemin après, c'est celui-ci où tout doucement je pars en petite foulée. D'accord. Donc, vraiment, c'est petit but. Il y a quoi de rigolo? C'est que j'imagine bien mes patients. Alors, ça paraît rapide, mais on peut s'aider de la marche nordique, on peut s'aider des bâtons, on peut s'aider de... La marche nordique, il y en a qui le font ici. Ah voilà, ça c'est un truc, c'est très à la mode ça, la marche nordique. Et la marche, c'est une marche rapide qui est bonne pour le cœur. Tout à fait, oui, ça met en marche d'autres muscles et on optimise encore une fois sa capacité aérobie, on optimise son potentiel musculaire. C'est sûr que au vu de la démonstration de Nordine, 5 km/h, je me rends plus compte maintenant de ce que je dis aux patients. Ouais. En fait, il est de cheville avec le chirurgien orthopédiste pour les fractures du col du fémur et tout. Peut-être. Ce qu'il faut au départ, en fait, pour éviter de s'écœurer, même si, comme l'a dit le docteur, l'idée c'est quand même de partir sur une séquence importante, que ce soit 15 minutes, 20 minutes, c'est d'alterner des moments durant lesquels vous allez effectuer de la marche quotidienne, c'est-à-dire je peux très bien être à 3 km/h ici, avec des moments un petit peu plus rapides. Et après, progressivement, vous allez pouvoir augmenter votre temps d'exercice global. Ce n'est pas intéressant de marcher 5 minutes à 5 km/h, c'est plus intéressant de marcher 20 minutes en alternant des petites séquences un petit peu plus douces et un petit peu plus rapides. Et là, vous allez augmenter votre volume global de séance. Et après, comme l'a dit le médecin, vous pourrez partir sur une séquence un petit peu plus longue. C'est du fractionné en gros. L'idée, c'est de faire du fractionné aussi. Il n'y a pas que dans la course à pied, dans la marche aussi. Ça permet de progresser énormément. Et pour progresser, il en a parlé au départ, il parle d'intensité. Automatiquement, surtout quand on est sédentaire, c'est d'avoir un cardio-fréquence-mètre. D'accord ? Donc, récepteur ici, le capteur, une ceinture que je viens caler en dessous la poitrine. Et automatiquement, en fonction de l'âge et d'autres données, je vais avoir des zones dans lesquelles je devrais évoluer. Et à partir de là, je vais pouvoir, moi, progresser sans m'écœurer et puis sans prendre de risques sur le plan cardiaque. Alors, il faut dire que le cardio-fréquence-mètre, là, qui peut paraître un truc de sportif de haut niveau, c'est rien du tout et ça coûte pas cher. C'est pas des produits qui coûtent 300 €. Les premiers sont à 30 €. Voilà. Après, c'est vrai que c'est rien. Et on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le mettre en route. Vous mettez juste, au lieu de mettre la ceinture sur le ventre, vous mettez le truc autour de la poitrine, c'est tout. Et puis vous mettez votre montre, et puis vous appuyez dessus, et ça vous donne automatiquement, au bout de quelques secondes, votre pouls. C'est comme si vous preniez votre pouls comme ça, sauf que vous regardez votre montre, ce qui fait que vous pouvez adapter votre marche, la vitesse à laquelle vous marchez, en plus aux recommandations du cardiologue ou du médecin généraliste, si on vous en a donné. Donc c'est vraiment ça fait partie des appareils qui effraient tout le monde. On dirait cardio, fréquence mètre, mais je ne sais même pas comment ça va marcher, il faut appuyer sur le truc, le mettre sur l'ordinateur et tout. Je vous assure que, franchement, si vous savez mettre une montre et que vous savez mettre une ceinture, vous savez mettre un cardio-fréquence mètre. Et ça coûte rien. Enfin rien, c'est 30 €. Les deux choses essentielles, excuse-moi Michel, les deux choses essentielles dès qu'on passe en marche à pied, c'est donc le cardio-fréquence mètre et les chaussures. Parce que je vois beaucoup de personnes aussi qui vont marcher, effectuer leur séance avec leurs chaussures quotidiennes. Il faut vraiment avoir une chaussure à part. Alors après, ça dépend de votre pied, s'il est plus pronateur, qui rentre vers l'intérieur, supinateur ou neutre. D'accord ? Donc, demandez à la personne du magasin dans lequel vous allez acheter vos chaussures. Il pourra vous orienter dessus, mais des chaussures et un cardio-fréquence mètre. À partir de là, vous avez la base. Et même les montres, en plus, vous permettent de faire un test global qui va vous permettre de vous donner, de cibler vos zones dans lesquelles vous allez évoluer. Donc, même le petit livre qui est livré avec. Même dans le sud, pas avec des tongs. C'est ça. On évite. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est quand même des pipelettes, pour remplacer une. Donc, plus simple encore que le cardio-fréquence mètre, il y a le podomètre.
C'est encore moins cher, c'est facile et ça peut rapporter maigre, comme dirait l'autre. Donc on le met à la ceinture et le nombre de pas pour être actif normalement, c'est 10 000. Donc ça dépend de la longueur du pas, mais c'est très ludique, les patients s'en servent beaucoup, il faut un carnet de marche et voient la progression. Le chaussage, c'est super important pour les diabétiques qui ont des problèmes de pied, donc un petit peu mon rayon, c'est crucial. Et la troisième chose, c'est mon rôle de composition, dans le rôle de la femme d'intérieur que je ne suis pas, le PNNS, que les mauvaises langues appellent le PMNMS, en fait, dit qu'on peut faire aussi le ménage, les carrelages, la vaisselle. C'est le programme national nutrition santé. Exactement, qu'on peut faire des choses dans la maison pour des patients qui sont un peu plus impotents que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, je ne défends pas, bien sûr, ces activités d'intérieur, loin de là, mais il faut savoir que le ménage aussi, ça fait baisser la glycémie, ça fait comme une activité physique un petit peu plus valorisante. Le podomètre, on en a pour... ça coûte le combien? podomètre sur Internet, pour ne pas faire de pub, on en a pour moins de 10 €, 5. Et chez une marque qui commence par D, à peu près 10 €. Chez Decathlon, mais il ne faut pas le dire. C'est ça. D'accord. Le podomètre, c'est pareil. L'histoire des pas que vous devez faire, alors effectivement, on dit que c'est à partir de 10 000 pas, mais l'OMS, ils se disent que déjà 6 000 pas, c'est déjà pas mal. 3 000 sédentaires. Ouais, mais entre 6 000 et 10 000 pas par jour. Et alors, ça paraît tout bête aussi. On se dit, mais je ne vais pas commencer à compter mes pas. Mais si, parce que si vous faites, par exemple, 5 000 pas et que vous vous donnez comme objectif d'en faire 6 000, vous êtes rentré chez vous, ou vous êtes en train de rentrer chez vous, mais vous en avez fait que 5 000. Et bien, le fait de ne pas avoir rempli l'objectif va vous motiver et va vous donner envie de faire les 1000 pas supplémentaires. Alors, vous allez peut-être faire le tour du pâté de maison, vous allez peut-être monter les étages à pied, mais vous aurez envie, à la fin de la journée, d'être fier de vous parce que vous avez fait ces 10 000 pas. Et s'il n'y a pas le podomètre pour vous l'indiquer, eh bien, vous ne les ferez jamais. Donc ça, c'est des petits appareils, encore une fois, qui ne sont pas chers et qui vont vous motiver, qui vont vous permettre de faire une activité physique sur un mode ludique. Parce que l'idée, elle est de s'amuser. Elle est d'avoir envie de le faire parce que ça donne un peu de fierté, d'amour-propre, pour son amour-propre et son estime de soi. Après, Oui. 2 secondes. Sur le plan technique, après, il y a 3 points sur lesquels il faut s'axer. C'est la phase de propulsion, parce qu'il y a beaucoup de gens, durant la marche à pied, en fait, qui vont plus être en talons, ici, et après vont subir leur marche, d'accord ? Alors que le pied devra vraiment avoir une phase d'amorti, et ici de propulsion, cette phase-là, durant lesquelles il y a beaucoup de personnes qui sont passives. Il faut vraiment avoir l'intention de passer le bassin vers l'avant. Je suis ici, et limite, ça m'envoie. Et là, vous allez utiliser complètement les muscles fléchisseurs et extenseurs du pied. Première chose, aussi, pensez à vos bras aussi également, d'accord ? Les bras ne doivent pas être passifs, ici, actifs. On le voit notamment chez les sprinteurs sur le 100 mètres ou même en marche à pied sur la marche active en athlétisme. Ils utilisent énormément les bras. Les bras vous serviront à gagner de la vitesse aussi également. Et puis après, au niveau du placement, troisième chose, attention à la nuque aussi également. Il y a beaucoup de gens, quand ils marchent, qui vont regarder le terrain par terre. Regardez 10 à 20 mètres devant. Parce que je vous assure que sur 5 minutes, ça va. Mais si vous partez sur un quart d'heure, 30 minutes ou même 1 heure, si jamais vous avez ici la tête dans le sol, au niveau des trapèzes et de la nuque, vous allez souffrir. Donc toujours garder un point fixe de 10 à 20 mètres devant vous. On va rester sur le cœur avec vous. Je vais demander à Vincent, qui s'occupe un peu de l'ordi là-bas, et de nous envoyer les diapos, de nous envoyer la photo d'artères bouchées. Vous savez qu'avec la sédentarité, on mange trop gras, avec tout ça, on a les artères qui deviennent un peu chargées en cholestérol. Et vous voyez les différentes étapes. En haut, vous avez une artère dans laquelle le sang circule bien. En dessous, au milieu, vous avez une artère dans laquelle il y a déjà une petite plaque de cholestérol qui s'est mise et qui a rétréci la circulation sanguine, avec le risque qui est le troisième schéma tout en bas, que le sang est tellement ralenti qu'il va, en plus, il y a des fissures sur cette plaque d'athérome, et il va y avoir la formation de caillots, des caillots qui peuvent se détacher, entraînant des embolies. Et cette plaque de cholestérol, on sait que l'activité physique va agir dessus. C'est ça ? Tout à fait. Effectivement, les plaques d'athérome, ce qu'on craint le plus, c'est une plaque qui se casse. Et donc, comme on le voit sur ce schéma, l'intérieur de la plaque est mis au contact du sang. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est thrombogène, ça veut dire que ça fait un caillot. Et donc, l'artère se bouche. C'est comme ça qu'on fait un infarctus. Alors, ça peut être un infarctus du cœur, un infarctus myocardique ou un infarctus du cerveau. C'est toujours le même principe.
Et effectivement, l'activité physique, surtout l'activité physique d'endurance, mais même la résistance, permet de récupérer de la souplesse au niveau des artères, ça c'est assez bien démontré, et permet de diminuer la rigidité, donc diminuer les contraintes sur les plaques d'athérome et diminuer ce risque de rupture de plaques. Et c'est probablement pour ça qu'on gagne autant d'espérance de vie quand on se remet en activité physique. Bon, bien sûr, il y a l'action sur tout le métabolisme, sur le diabète, etc. Mais c'est vrai que la mortalité essentielle en aigu, c'est la mortalité cardiovasculaire par ces phénomènes de rupture de plaques. Donc, en faisant... Alors, ça, c'est sur la plaque d'athérome. Alors, ça intervient aussi indirectement, mais la tension artérielle, c'est là aussi votre domaine. On dit souvent, il doit y avoir pas mal d'hypertendus ici qui sont traités, on dit souvent qu'entre un hypertendu traité sédentaire et un hypertendu traité mais qui a une activité physique, on peut presque, même si j'exagère un peu, diminuer par 2 le traitement médicamenteux, parce que finalement, l'activité physique va permettre de réduire le nombre de médicaments pris, parce qu'elle va, elle aussi, cette activité, avoir un effet sur la tension artérielle. Tout à fait, c'est exactement la même chose que pour le diabète, on va en parler après, j'imagine. Mais en tout cas, effectivement, on peut théoriquement traiter l'hypertension artérielle légère à modérée, c'est-à-dire jusqu'à 160 mm de mercure, 16 pour le profane, de systolique, par l'activité physique. Alors, ce qui est recommandé à ce moment-là, c'est une activité physique de faible intensité. Donc, vous avez compris, ce n'est pas 5 km/h à la marche, et de longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire, en théorie, 3/4 d'heure pour les hypertendus modérés d'activité physique tous les jours. Et ça permettrait, quand on fait une activité physique d'endurance d'à peu près une demi-heure, on prend la tension artérielle après, elle est plus basse, et ça pendant plusieurs heures. Et nous, c'est très démonstratif chez nos patients en rééducation cardiaque. Après leur séance d'une demi-heure sur vélo ou sur tapis, leur tension est toujours plus basse. Et ça dure environ une trentaine d'heures. Donc, on peut commencer par là comme recommandation. En fait, bien souvent, on commence aussi d'emblée à traiter parce que c'est rare de trouver des gens qui soient capables de faire 3/4 d'heure d'activité physique de faible intensité par jour. Oui, surtout si elles n'en ont jamais fait. Enfin, à part pour toutes celles qui n'ont pas encore assisté à la conférence. J'en profite pour faire le parallèle exact avec le diabète, puisque la Poirette l'a évoqué. Donc le diabète, l'activité physique fait baisser la tension artérielle, le mauvais cholestérol, les triglycérides, fait monter le bon cholestérol, diminue l'apparition du diabète, voire prévient son développement, et fait baisser tous les traitements du diabète. Donc le diabète a également son traitement divisé par 2 empiriquement. Et si on ne peut pas faire effectivement une demi-heure d'activité physique à l'équivalent de 6 km/h, on peut faire effectivement 3/4 d'heure de quelque chose de plus faible, comme dans le PNNS, encore une fois, c'est 3/4 d'heure de repassage, ce qui est très fun. Donc voilà, c'est surtout venant de moi, c'est très étonnant d'ailleurs. Je ne vous connais pas bien en même temps, donc ça ne m'étonne pas énormément. Ce qui paraît fou dans votre discours, aussi bien sur le plan cardiovasculaire que sur le plan diabétique, c'est que manifestement, si on faisait une vraie politique pour engager les gens, pour les motiver à faire une activité physique, alors qu'on n'arrête pas de nous parler du gouffre de la sécurité sociale, du coût des médicaments, du coût des traitements, du coût des maladies, finalement, avec un peu d'activité physique, on réduirait la prise de médicaments, on réduirait les complications de l'hypertension et du diabète, on éviterait un nombre de crises cardiaques. C'est un médicament, ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. Justement, je vais me tourner vers le généraliste. Pourquoi vous ne prescrivez pas ça sur vos ordonnances? Non, d'abord parce que c'est vrai qu'on le fait, on devrait l'écrire. On en parle oralement. C'est vrai qu'on n'a malheureusement pas pris l'habitude d'inscrire, je dirais, les mesures hygiéno-diététiques. Ils le font à Strasbourg. À Strasbourg, ouais. Il y a le sport sur ordonnance. Oui, non, ça va, on va évoluer certainement. Dans le Var aussi? Oui, excuse-moi Laurence, mais effectivement, avec la CPAM du Var, j'ai obtenu un remboursement très partiel, certes, d'une partie de l'activité physique chez les patients en précarité. Donc c'est le 2e département qui l'a fait. Merci la CPAM. Oui, non, mais je veux dire, les recommandations au niveau de l'activité physique, c'est vrai qu'on ne l'inscrit pas, on devrait, mais c'est vrai que généralement, c'est quand même assez rare quand même
je ne sais pas si on interrogeait les gens là dans la salle, s'il y en a beaucoup qui ont une pathologie chronique et qui ont un médecin qui leur a écrit noir sur blanc. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'habitude. D'une façon générale, parce que je suis aussi au comité d'éducation pour la santé, de toute façon, c'est évident que si on investissait dans la prévention, je pense qu'on ferait d'énormes... Et ça veut dire que les médecins, c'est aussi la faute des médecins généralistes qui, ou ne sont pas conscients de l'intérêt de l'activité physique ou du sport, ou se disent que pour aller motiver un patient, ça va leur prendre un quart d'heure de plus et que c'est pas possible. Je provoque un peu. C'est pas faux. Ça prend du temps. Ça prend du temps de motiver les gens. D'autant plus que c'est pour ça que je reprenais tout à l'heure le fait que je suis pas persuadée que le fait de le prescrire sans interroger d'abord le patient sur ce qu'il fait, parce que j'avoue que j'aime beaucoup ce qu'a fait Nordine là, mais ça me paraît très très loin de ce que je vois dans ma patientèle. Alors, qu'il a marché trop vite. C'est-à-dire que si jamais je leur montre Nordine en train de marcher, enfin, je pense que quelque part ils vont me dire continuez à ne pas l'écrire, quoi. Non, bien sûr. Sans blague. Ça marché un peu vite. Je crois que tu étais à 15 km/h. Non, mais je pense que voilà, c'est aussi l'intérêt, c'est peut-être en effet de faire prendre conscience aux gens, mais à partir de leur pratique à eux, comment ils peuvent augmenter petit à petit. S'adapter à vos patients. Alors, un truc qui m'intéresse moyen, mais j'ai lu une étude, où je l'ai lu cette étude? Une étude menée au Pays de Galles, sur 2400 hommes. Vous me voyez venir? Les performances sexuelles. Calme plat, hein, ils s'en moquent totalement. Non, il y a eu un gloussement. C'est équivalent à la pratique d'un véritable sport d'endurance en faisant l'amour 3 fois par semaine. C'est beaucoup, hein. On divise par 2 le risque de crise cardiaque ou d'attaque cérébrale. Alors, ils ont fait ça sur 2400 hommes. Je ne sais pas s'il y a une grosse communauté gay aux Pays-Bas, parce que, mesdames, vous n'en faites pas partie. Mais c'est vrai, ça, docteur? Non, je ne connaissais pas cette étude. Non, mais je vous le dis. Mais c'est vrai qu'un rapport sexuel, ça correspond, on dit classiquement, à une intensité de 60 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tondre sa pelouse. C'est glamour. Monter 2 étages. Ça donne envie. Hein. 2 étages. Ouais, tiens, je vais te faire un 60 watts, là. Voilà. C'est monter 2 étages avec sa partenaire habituelle et 3 avec une partenaire occasionnelle. Alors, je trouve que comme sport d'endurance, c'est... 2 étages, c'est-à-dire quand vous faites l'amour, quel que soit le... En moyenne. Là, vous non, mais prenez le micro, vous ne soyez pas gênés. C'est une moyenne. Donc, c'est une moyenne. Avec votre femme, c'est comme si vous montiez 2 étages, rapidement, pas rapidement. Oui, enfin, même si vous le faites rapidement, c'est... Non, mais c'est parce que par rapport au sport d'endurance, non, j'ai bien compris. Je trouvais ça assez étonnant. Non, mais arrêtez de regarder ma truc. Mais donc, que je comprenne bien, quand on fait l'amour, on monte 2 étages. Voilà, c'est équivalent. À quelle vitesse? Même si vous le montez très vite, c'est pas de l'endurance. Voilà, c'est du fractionné. Voilà. D'accord. Et avec quelqu'un d'autre que sa femme? Éventuellement jusqu'à 3 en moyenne. Au Nordine, vous pouvez nous montrer comment il faut faire Avec toi? Non, pas avec moi. Je te remercie. J'ai plus rien grâce à toi, donc je ne peux pas t'aider. Non, mais pour revenir à... c'est parce qu'au début, vous disiez que ça faisait peur, l'activité physique. Et je pense que certains patients ont peur d'avoir des rapports sexuels cardiaques, enfin les cardiaques. Or, ce ne sont que 2 étages. Enfin, voilà. C'est que 2 étages, d'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur. Puis en plus... Sauf certains, si tu es obèse. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens que ça intéresse. Hein. Ils prennent des risques en ayant un rapport avec leur femme. Avec leur femme, non, pas trop. Pas avec leur femme. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est vrai qu'on en débat régulièrement dans les congrès de cardiologie. C'est un peu parce que c'est une question qui est souvent posée. Et apparemment, c'est un petit peu un fantasme, sauf pour les rapports extra-conjugaux, c'est là où on prend le plus de risques. Puisque le fantasme, quand vous parlez de fantasme, c'est la crise cardiaque. Voilà, le risque par rapport à l'acte sexuel, ça se voit possiblement plutôt dans les rapports extra-conjugaux où là, il y a beaucoup de stress qui intervient. Vous êtes plus à l'aise pour nous parler d'hypertension que de... Je vous sens moyen là-dessus. Hein, on pourrait presque prescrire ça sur ordonnance aussi.
Quoi? Faire Les rapports sexuels? ou monter 2 étages, ou vous faites l'amour 2 fois par semaine. Non, mais c'est pareil, on peut le dire par oral. C'est vrai que ça s'écrit moins. Oh, oralement, ça se fait aussi, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Nordine? Bon, ça, tu nous as fait la marche rapide. Alors, le jogging, bon, on va peut-être pas se mettre au jogging tout de suite alors qu'on n'a pas fait de sport ou pas d'activité physique pendant des années. Néanmoins, une fois qu'on a marché un peu vite, qu'on a accéléré et qu'on est presque limite jogging, c'est une activité qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge ou pas, à condition d'avoir des bonnes chaussures, ou vous ne recommandez sûrement pas aux gens de le faire. Tiens, vous qui êtes spécialiste de la nutrition et des personnes obèses et en surpoids. Oui, alors justement, les miens, les articulations souffrent. On ne leur demande pas de courir, loin de là. Marcher, c'est déjà bien. Sortir de chez eux, c'est encore mieux. Donc le jogging, ce n'est pas dans nos recommandations. À nous, perso. Pourtant, regardez les chiffres, ça fait oui, mais alors augmenter. c'est peut-être tout venant. Il n'y a peut-être pas que des diabétiques et des personnes obèses. Non, c'est tout venant, madame. Oui, non, on ne fait pas des diapos que sur les diabétiques. C'est dommage. C'est dommage. Bah, si vous voulez, la prochaine fois, on fait une thématique sur le diabète à Toulon. Mais cette diapositive est intéressante parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même, dans l'augmentation d'espérance de vie, il y a quand même une intensité qui compte dans l'activité physique. Parce que on parlait de marche et là, on parle de jogging. On voit quand même que les résultats sont impressionnants. Alors, ce qui est intéressant aussi entre la marche et le jogging, c'est qu'on peut aussi avoir un palier intermédiaire en piscine. C'est tout à fait possible de courir aussi en piscine, ce qui va permettre en plus de démultiplier le poids. Et en fonction de l'endroit où je serai dans la piscine, j'aurai plus ou moins d'eau, donc plus ou moins de portance aussi grâce à l'eau. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour avoir été au salon de la remise en forme il n'y a pas longtemps, il y a un appareil qui arrive en France et qui commence à pas mal être intéresser les centres comme Cap-Breton ou autres, qui permet en fait de retirer la gravité. C'est-à-dire que moi qui fais 80 kg, ils m'ont mis sur un poids de 17 kg. Grosso modo, c'est un tapis, ici, avec un espèce de caisson autour. Je l'enfile comme dans un kayak avec une jupe. Et après, j'allume le tapis et je peux varier en fait la gravité qui est à l'intérieur de mon caisson. C'est quelque chose de flexible. Et très vite, par exemple, on parlait de vitesse, j'ai pu me mettre par exemple à 15 km/h, alors je ne sais pas si ça parle à grand monde, et je faisais des foulées bondissantes. C'est-à-dire que j'étais quasiment sur la Lune, et juste avec mes orteils, je réussissais à avancer comme ceci. C'est les bottes de 7 lieues, quoi. Pardon ? Non, mais c'est vrai, les bottes de 7 lieues. T'as pas lu ? L'idée, en fait, c'est que pour les personnes, comme on a parlé le médecin, pour les personnes qui sont en très grande surcharge pondérale, c'est vrai qu'on devrait normalement passer par des étapes, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se remettre à la course à pied, alors qu'il y a quand même des étapes par lesquelles elles devraient passer, notamment la nutrition. Mais ces appareils-là vont permettre aussi plus rapidement de pouvoir se remettre à une activité physique régulière sur un temps un petit peu plus long. Et puis pour les personnes qui auraient éventuellement des tendinites, de l'arthrose ou des choses comme ça, ça va permettre aussi de lutter contre ça, pour lutter contre les impacts et les pressions qu'on pourrait avoir sur les articulations. Alors tiens, reste là, Nordine, pour nous parler de la respiration, parce que quand on n'a jamais fait de sport ou qu'on n'en fait pas souvent, on a toujours des difficultés, même en marchant, même un peu moins vite que ce que tu as fait là, on se demande quand il faut respirer. Est-ce que c'est un rythme précis? Alors on sait quand on fait de la musculation, par exemple, on doit respirer pendant l'effort. Mais là, quand on marche, comment on doit faire? Alors ce qu'il faut, c'est vrai qu'il y a surtout l'ancienne école. La respiration, généralement, quand je cours ou quand je marche, il y a des personnes qui vont expirer 3 fois. Voilà, ça, je le vois très régulièrement. Personnes d'un certain âge, c'est... Alors pour toutes les personnes à qui je demande, on me dit, c'était dans les cours d'éducation physique, il faut laisser faire la respiration naturellement. Première chose, il ne faut surtout pas la chercher. Il ne faut pas la calquer aussi sur ses appuis. C'est-à-dire, à chaque fois que je pose un appui, j'essaie d'expirer. D'accord ? Il faut vraiment y aller progressivement pour laisser le temps au corps et à tous les organes de pouvoir se mettre en route. Et après, à l'oxygène aussi, de pouvoir rentrer à l'intérieur des muscles et puis produire de l'énergie. Deuxième chose. Troisième chose aussi également, sur la musculation. Aussi également. Sur la musculation, on expire toujours dans l'effort. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un en démonstration, ou toi ou... Oui, non, bien sûr, madame la psychologue. Hein. Elle va se faire un plaisir. Allez. Donc, sur l'effort, c'est-à-dire qu'on va partir sur des flexions, extensions des jambes. Je n'ai pas choisi la bonne personne. Vous permettez? Allez, je t'en prie. Allez-y. Non, je croyais que tu allais me chercher quelqu'un. D'accord. Non, voilà. Donc l'idée en fait sur l'effort, donc là par exemple en flexion, là je vais inspirer ici
et je souffle dans l'effort continuellement, d'accord? Sur le tirage de... Je vous en prie, démonstration. Donc là, on inspire sur ce mouvement-là ici. Tirez un petit peu sur le... Donc là, on inspire ici et on souffle continuellement après en revenant. Ça, c'est la première chose. Non, mais il faut... Non, mais la dame doit le faire. Elle n'est pas là pour... C'est l'idée, c'est le concept. Hein? Vous faites comme vous voulez. Oui, sans problème. Donc là, on inspire vous ici. Vous êtes bien sous tous les angles. On inspire ici et on expire en remontant. Voilà, continuellement. Continuellement. Il ne faut surtout pas inverser. Première chose. Après, pour tout ce qui est mouvement de répulsion, par exemple, vous pouvez le faire aussi également si vous voulez. Ici, donc là... Attendez, je change de place. donc la même chose. Là, je vais inspirer et je souffle en revenant en position. Et sur chaque mouvement de musculation, on doit vraiment intégrer cette notion-là qui va me permettre d'évoluer correctement durant les mouvements. Les chaussures sont importantes. Les chaussures sont très importantes. Voilà. Continuellement. Et puis après, sur tout ce qui est relaxation, après comme le yoga ou autre, après il y a une différenciation entre la respiration thoracique ou ventrale. C'est-à-dire que si je suis en thoracique, si je place mes deux mains ici, là je vais être en thoracique, je gonfle la poitrine, et si jamais je suis en ventrale, le ventre gonfle, d'accord? Et la respiration, l'expiration sera beaucoup plus profonde si je fais une respiration ventrale que thoracique. Parfois le ventre est tellement gonflé qu'on ne le sent pas respirer. Vous connaissez ça, ça me fait marrer. Le syndrome du boulanger? C'est quand la brioche tombe sur la baguette. Je sais, c'est léger. Alors, comment? C'est de la nutrition. Respiration, qui nous explique ce que ça fait l'activité physique sur la capacité respiratoire, la capacité pulmonaire, qu'on soit asthmatique ou pas asthmatique? Apparemment, c'est la généraliste qui a été désignée, Laurence Maillet. Voilà. Vu l'endroit où il travaille. Cardio, c'est pas parce que les poumons sont à côté du cœur qu'il connaît. Hein. Oui, non, mais enfin, vu ce qu'il fait, la réhabilitation cardio-respiratoire, je pensais que c'était bien. Non, je voudrais que ce soit vous qui nous répondiez. Je regardais, je n'ai pas écouté votre question. Ah, vous n'avez pas écouté ma question, très bien. Ça fait plaisir. Laurent Poirette, non, laissez tomber. Laurent Poirette, donc, sur la capacité respiratoire, chez quelqu'un qui n'a pas de problème respiratoire, chez un asthmatique, chez quelqu'un qui a des bronchites, etc. En quoi l'activité physique aide nos bronches? Il y a beaucoup de choses là-dessus. Par exemple, on a montré que chez les asthmatiques, chez les enfants asthmatiques, pendant longtemps, on leur a contre-indiqué le sport et c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. On sait que par exemple des sprints... Regardez d'ailleurs, ça vous permet quand vous êtes asthmatique d'avoir plus de chances de gagner des médailles. Hein. C'est formidable. Tout ça, c'est des gens asthmatiques. Commencer par... alors ils sont peut-être asthmatiques parce qu'ils ont fait beaucoup de sport aussi. Hein, oui. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a le bronchospasme des formes. Ou on les a déclarés asthmatiques parce qu'ils ont pris des bronchodilatateurs pour augmenter les performances. Ça aide aussi. Ouais. Ça aide aussi. Mais c'est vrai que quand on fait faire par exemple aux enfants des activités intenses et courtes, le sprint, des enfants asthmatiques, ça les prépare et ils font moins d'asthme après quand ils continuent leur activité physique. Donc il y a vraiment... Et pour les personnes qui sont là qui n'ont jamais fait d'activité physique, qui ont 70 ans, qui vont refaire un petit peu d'activité, on sait que c'est bon pour le cœur, on l'a compris. Pour les poumons, ça va leur apporter quoi? Alors, bon, déjà, ce que disait Nordine tout à l'heure, c'est vraiment très important, c'est apprendre à respirer, parce qu'on perd beaucoup de capacité en respirant très mal. Nous, nos kinésithérapeutes insistent beaucoup dans notre programme de réadaptation cardiovasculaire. Il y a toujours une séance de gymnastique respiratoire. Parce que la gymnastique respiratoire, c'est vraiment important. On perd, encore une fois, beaucoup en capacité parce qu'on respire mal. Ensuite, nous, quand on évalue des patients, à l'arrivée, on leur fait ce qu'on appelle une épreuve d'effort avec mesure de la VO2 max, c'est-à-dire la capacité aérobie, c'est-à-dire la consommation d'oxygène de la bouche jusqu'à la cellule musculaire. Et le transport de l'oxygène, il passe par différentes étapes, par les voies aériennes, les poumons, ensuite il passe dans le sang, ensuite il passe par l'appareil vasculaire, donc le cœur, et enfin il arrive aux muscles. Et quand on va faire de l'activité physique, on va effectivement développer tout ce réseau. En particulier, d'abord et avant tout, on va agir sur le muscle, mais on va agir également sur le poumon. Et à la fin du séjour, on refait une mesure de la capacité aérobie et on s'aperçoit que les gens ont progressé parce qu'on a amélioré le muscle essentiellement, mais également la capacité respiratoire. Oui, sur la respiration, si je peux intervenir, pardon. Ce qui peut être aussi, alors c'est pas totalement de l'activité physique, mais on fait ça aussi pas mal dans le cadre de la relaxation et de toute la respiration. C'est quand on s'allonge, alors soit le matin avant de se lever, soit le soir quand on se couche.
c'est de respirer 3-4 fois en gonflant énormément toute la poitrine. Ensuite, on gonfle le ventre et on expire très longtemps en vidant le ventre et ensuite la poitrine. Ça permet au diaphragme de bien bouger, ça vide toutes les tensions et ça apprend effectivement à bien respirer et ça aide la cage thoracique comme ça à bien fonctionner. Donc ça, c'est un petit... Vous respirez... Bah, vous êtes allongé, vous commencez par respirer, par gonfler votre... Non, allez-y. Vous avez déjà les poumons bien gonflés, remarque. Ben, tout à fait, bien sûr. Le ventre aussi, un peu. Pardon. Vous êtes allongé par terre. Comme ça. Ouais. Vous pouvez essayer si vous voulez vous allonger. Non, j'ose plus vous allonger par terre. Mais vous gonflez la cage thoracique. Tiens, la cage vous thoracique. savez quoi? Vous allez faire la démo sur Nordine. Tiens, pour une fois, c'est ça. Ouais, mais lui, il est trop habitué à respirer, c'est pas possible. Non, mais vous allez lui montrer comment il doit faire. Tiens, vous prenez ce micro-là. Il marche, ce micro? Ouais. Comme ça, vous allez pouvoir bouger. Vas-y, je vous en prie. Alors, on va imaginer qu'il est dans son lit, bien sûr. Je ne sais pas dans quelle position il dort. Ce qui va être intéressant... Ça dépend avec qui il est, madame. Bon, on va imaginer qu'elle est partie. Donc, il est tout seul. Il faudrait apprendre à gonfler bien la cage thoracique et surtout, dans un deuxième temps, bien gonfler le ventre pour que le diaphragme qui se trouve ici, si je ne me trompe pas, soit bien dégagé. Comme ça, effectivement, toute votre... Mais là, il gonfle. Attendez, là, il gonfle... Il gonfle pas, là, il dégonfle, mais c'est pas... Alors, attends. Nordine, quand tu vas... Alors, je De toute façon, je préfère vous prévenir, avant la fin de la saison du Mag de la Santé, il se sera vengé, c'est sûr. Non, ce qu'il faut, c'est dégager bien le diaphragme qui est ici et qui ne s'ouvre pas assez. Donc, il gonfle le thorax, d'abord. Le ventre, ensuite. Le ventre, après. Tout en ayant gardé les s'il est capable. Et ensuite, il faut vider. En fait, ce qu'il faut, c'est bien... Alors, le cardiologue va me surveiller, c'est ça? J'ai en apnée depuis tout à l'heure. Là, il est bleu, là. Il faudra lui dire qu'il peut souffler. Pas. Non, l'objectif, c'est vraiment de libérer le diaphragme et de pouvoir apprendre la cage thoracique à respirer. Et si vous respirez par le ventre, c'est plus relaxant parce que ça a un effet plus fort sur le diaphragme. En plaçant ma main, après, c'est beaucoup plus... L'exercice à faire, j'ai le micro, c'est de placer votre main sur le ventre et de respirer en gonflant un maximum le ventre et ensuite en le dégonflant. Vous faites ça 3-4 fois le matin, 3-4 fois le soir et déjà, vous augmentez votre capacité respiratoire et vous prenez l'habitude de bien respirer. Et ça déstresse. Ça peut être de l'activité physique. Et ça joue sur le stress. Ça joue sur le stress puisque ça évacue toutes vos tensions. Oui. Après, il y a un petit exercice. Et vous pouvez le faire à deux. Hein. L'autre vous met la main sur le ventre, etc. Bien sûr, madame, on peut tout faire à deux. On a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Il y a un petit exercice rigolo à faire aussi. Vous prenez une bassine d'eau, vous la remplissez. Oui. Vous prenez aussi une bouteille de 3 litres ou de 5 litres d'eau et vous la remplissez aussi également. Tu as des bouteilles de 5 litres d'eau chez toi? Mais Non, parce que ça doit pas être à table, ça doit être... c'est de l'activité physique. Aidez-moi, vous voyez ce dont je veux parler. Donc, vous la remplissez, vous la renversez, d'accord? Vous placez un tuyau dedans, donc l'eau va se maintenir, et vous essayez d'expirer au maximum. Et vous faites une gradation sur votre bouteille, d'accord? Pour avoir une marque, pour voir un peu la capacité que vous avez à pouvoir expirer de l'air. Et après, progressivement, vous essayez soit de maintenir ce niveau-là, soit tout doucement, d'essayer d'aller chercher 2 ou 3 mm qui va vous permettre justement de pouvoir apprendre à expirer continuellement, comme le disait. C'est un truc pratique à faire. Hein. Et on a tous une bassine. Vous avez tous des bouteilles de 5 litres. Vous avez tous un tuyau. Et personne n'a rien compris à la manip. Je vais faire un dessin. Mais faites-le, c'est sympa. Je suis sorti d'une conférence animée par Simon, j'ai trouvé un truc et il m'a dit d'acheter une bassine, un truc. Merci Nordine pour cette excellente démonstration. Alors, on va parler des muscles, parce que quand on fait de l'activité physique, un peu d'exercice, bien évidemment, on fait bouger nos muscles. Je vais vous donner quelques petites informations si jamais vous participez à des soirées pour avoir l'air intelligent. 640 muscles nous aident à bouger et représentent près de 50% de notre masse corporelle. Comment ? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, madame, tout à fait. C'est-à-dire ? Ça dépend si on est très gros. C'est pas 50%. Ah, si on est très gros... Ah oui, non, moi je parle de... quand on n'est pas très gros. Vous allez contredire tout ce que je dis. D'accord. Donc, les muscles, le problème, c'est que quand on n'a pas fait d'activité, quand on n'a pas fait de sport pendant des années, c'est pareil, la crainte, et je pense que ça fait partie des angoisses qu'on a vues au début, c'est de se dire, je vais avoir des courbatures, je vais me claquer un muscle, je vais me faire une tendinite, je vais ceci, je vais cela. Donc, Nordine, déjà, pour faire de la prévention,
en partant de cette marche un peu rapide que tu nous as faite tout à l'heure, comment on fait pour éviter d'avoir des courbatures, surtout pour toutes ces personnes qui, dès qu'elles vont sortir d'ici, vont rentrer chez elles à pied, monter les escaliers, ne plus jamais prendre l'ascenseur, et qui demain matin vont nous maudire, enfin dans 48 heures, parce qu'il faut 48 heures en général pour que les courbatures apparaissent. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça, et quand on a décidé de marcher un peu vite? Alors, les éviter, c'est compliqué. Même si on y va très très progressivement, à partir du moment où on est sédentaire, et même en y allant mais vraiment très doucement, étant donné qu'on sollicite les muscles, qu'il peut y avoir des micro-lésions au niveau des fibres, automatiquement on va avoir quelques courbatures. Par contre, c'est vrai que, comme l'a dit Michel, en y allant progressivement, étape par étape, on va pouvoir limiter justement cet effet courbature, et en plus d'éviter de se blesser. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a fait par exemple des pompes. Il y a beaucoup de mouvements avant de passer en pompe, c'est-à-dire que je peux très bien me mettre, au lieu de partir ici sur ce mouvement-là, je vais pouvoir partir sur les genoux tout doucement ici, et là j'aurai un travail un petit peu moins important. Et c'est étape par étape aussi, où je vais pouvoir, comme la marche à pied, me remettre à l'activité physique. Ça va me permettre d'une part d'y aller progressivement pour les muscles, mais aussi d'éviter toutes les blessures. Parce que si je pars sur justement, on l'a fait tout à l'heure avec le médecin, sur les flexions-extensions, il n'y a pas de souci. Mais sur le même style de travail, où je vais travailler un peu plus les fessiers et les ischio-jambiers, si jamais je pars sur des fentes avant, ici, ce mouvement-là, là je vais solliciter un petit peu plus les ischios, et très rapidement, je vais pouvoir avoir soit des courbatures, ou même des micro-déchirures, voire des élongations. Donc il faut vraiment y aller étape par étape. Et en plus, après, même si, sans forcément travailler avec du poids de corps, après il y a tout un système d'élastique avec différentes couleurs, comme ceci, avec différentes résistances qui va me permettre, moi, alors là, vous pouvez le tenir s'il vous plaît? Super. Si par exemple je vais travailler tout ce qui est dorsaux, je me mets ici là, le bras tendu, imaginez que j'en ai un deuxième là, automatiquement si je tire là, tac, je vais avoir un travail un petit peu plus important. Par contre, si je vais avoir un travail un peu moins important, ça vaut 2 € dans toutes les grandes surfaces de sport, je peux très bien changer. Et puis avoir différents élastiques, là j'en ai plein de couleurs, et ça me permet d'avoir un travail progressif. Avec les élastiques, on n'est pas obligé d'être deux, on peut le mettre absolument sur pas. une poignée. Là, voilà. Mais là, ça peut être une poignée de porte, je peux l'attacher à un poteau aussi également. Madame fait très bien la poignée de porte. Voilà. Mais l'idée en tout cas, c'est qu'avec ces élastiques-là, en plus, généralement, ils le vendent du niveau sédentaire au niveau professionnel. Vous allez pouvoir avoir tout un panel complet d'exercices. En plus, généralement, c'est livré avec un poster, avec des exercices. Avec Nordine en photo, un poster. Ce qui va vous permettre de solliciter l'ensemble. Et on peut faire du corps. ça c'est parce que pendant qu'on est sur les élastiques, même si on peut aussi faire ça parce que vous n'avez pas tous quelqu'un devant vous pour le faire à deux. Cela dit, le faire à deux, c'est sympa aussi. Hein. Mais vous pouvez aussi faire ça, non? Complètement. Alors là, j'aime bien quand il fait les démos. Comme là, ça. par exemple, là, vous voyez... Non, parce que tu oublies la moitié des trucs. Hein. Il y a plein d'espace ici, là, par exemple, pour les bras. Donc là, Michel, tu vas venir mettre ta main ici. Voilà, très bien. Et là, automatiquement, pour travailler le biceps, il va avoir une résistance beaucoup plus importante. Et il y a plein d'espacements avec des numéros, ce qui va me permettre, moi, d'avoir un travail plus ou moins important. Et je vous assure que quand vous faites ça, on n'a aucun intérêt commercial dans la vente de ces élastiques. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ça ne coûte rien. Non. Et je vous assure que rien que de faire ça, déjà... Ça vous fait marcher, j'ai pas fini. Ça vous fait marcher les muscles, les biceps. Et vous pouvez le faire, on peut le faire avec tout. Complètement. Alors là, je le vois comme il est chaud là pour la démo. Hop, tout de suite, si vous voulez travailler un peu plus important au niveau des jambes, là, automatiquement, on est passé d'un mouvement de bras, là. J'avais dit pas moi. Trop tard. Trop tard. Excuse-moi pour ta chemise froissée. On va mettre le deuxième pied, Michel? Non, on va pas. Ça va pas être possible. Voilà. Ouais. Enfin, vous voyez. On va prendre quelqu'un dans le public. Je t'en prie. Non, mais c'est bien. Là, vous voyez l'exercice. Et là, vous faites les exercices. Là, en fait, en bloquant l'exercice, hop, ici, là, surtout pour les beaux jours qui arrivent, les fessiers, les cuisses, l'intérieur des cuisses. Avec ça, vous avez tout. Donc là, je vais avoir un travail beaucoup plus important au niveau des flexions-extensions des jambes. Oui. Quand les beaux jours arrivent, tu travailles l'intérieur des cuisses. Oui, également, c'est important. Enfin, je pense. Les femmes. L'intérieur des cuisses. Ah oui, complètement. Les femmes adorent travailler l'intérieur des cuisses. Quand l'été arrive. Tu m'as compris. Comment tu travailles l'intérieur des cuisses? Alors, je vais vous montrer. Ouais. C'est un peu compliqué d'avancer avec ça. Si vous voulez compléter, alors là, c'est un coussin spécifique. Vous pouvez prendre un coussin aussi chez vous, d'accord? En plus de ces élastiques-là, vous le placez à l'intérieur. Et là, vous allez faire vos flexions-extensions. Et pendant que vous allez fléchir pour avoir le travail des fessiers, des ischios et des cuisses, vous allez verrouiller les genoux. Et là, j'aurai un travail hyper important au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc là, à 2 €, j'ai l'ensemble de mes jambes qui sont sollicitées. Et là, je vous assure, si je prends quelqu'un dans le public, là, avec la résistance élastique, c'est énorme. Sur ces cuisses-là, ici, là, l'ensemble de mes jambes, intérieur, extérieur, fessiers et les ischios. Avec 2 €. Avec 2. Franchement.
Alors, puisqu'on vient de... Vous voulez dire un mot? Oui, sur le muscle, c'est important d'en parler parce qu'effectivement, là, on parle des micro-déchirures, des difficultés, des douleurs liées au muscle. Mais quand on parle de bouger, c'est vrai que d'abord et avant tout, la limitation, elle est musculaire. Elle est musculaire d'abord et avant tout par l'essoufflement. Parce qu'on a parlé du cœur, on a parlé des poumons. Bon, on sait que l'exercice physique aide à diminuer le risque cardiovasculaire, aide à améliorer la capacité respiratoire. Mais ce n'est pas ça qui limite les personnes. De très très loin, ce qui limite les personnes qui ne font plus d'activité physique, et là on touche du doigt le cercle vicieux du déconditionnement musculaire périphérique, c'est le muscle. Tout simplement parce que, pour parler un petit peu de technique, quand on commence un effort, le muscle fonctionne avec l'oxygène. C'est la voie aérobie. À partir d'une certaine intensité de travail, on passe sur la voie anaérobie. Et quand on passe sur la voie anaérobie, à ce moment-là, on produit du lactate, et le lactate passe dans le sang, et c'est un puissant stimuli des centres respiratoires, ça fait que ça nous essouffle, et ça crée de la fatigue musculaire. Et donc, forcément, moins on fait d'activité, plus le seuil ventilatoire est bas, et plus on est essoufflé tôt. Et ça, vous l'avez tous testé dans votre vie. Quand vous êtes remis à faire, par exemple, pour ceux qui vont skier, par exemple, bon, là, il y a aussi l'hémoglobine, mais il faut monter déjà assez haut. Mais vous allez skier, vous ne faites rien pendant l'année, et avant de partir skier, vous étiez essoufflé en montant votre étage, vous revenez, vous montez votre étage sans essoufflement. Et vous avez tout simplement décalé votre seuil d'adaptation ventilatoire vers le haut, et vous luttez comme ça contre le déconditionnement musculaire périphérique. Et quand on refait de l'activité physique, petit à petit, on est de moins en moins essoufflé, et c'est ce qui améliore d'abord et avant tout la qualité de vie. Et ça passe par le muscle, et beaucoup de personnes pensent que c'est lié au cœur, c'est lié au poumon, mais non, c'est le muscle. Le muscle, c'est fondamental. Une toute petite remarque brève, à poids égal, le muscle consomme plus d'énergie au repos que la graisse, donc ça vaut le coup, parce que ce muscle acquis, il dépense tout seul, sans rien faire. Alors on va parler dans quelques instants, Après, on va essayer de savoir. Excuse-moi, juste une dernière remarque sur les courbatures. Après, il faut éviter, dès que vous avez des courbatures, le lendemain par exemple, de vous étirer sur les courbatures. Il y a beaucoup de personnes qui viennent s'étirer. Il faut absolument, parce que là, durant les exercices comme ça, ou l'exercice dit explosif, vous allez abîmer les fibres musculaires. Et la récupération va se faire sur 48 heures, 72 heures, ça dépend de l'effort. Si jamais vous venez vous étirer par-dessus, vous allez encore plus détruire les fibres. Et donc de ce fait-là, la récupération va encore, elle, prendre davantage de temps. Donc laissez le muscle se recomposer. Au besoin, après, il y a d'autres systèmes avec de l'électrostimulation, ce qui va vous permettre de récupérer plus vite, ou du drainage, où il y a même j'en ai pas ce soir, il y a des bâtons aussi qui existent et sur lesquels je vais pouvoir, moi, m'auto-masser, tout doucement, que ce soit au niveau des cuisses, mais aussi au niveau du dos. C'est un drainage lymphatique. Pardon ? C'est un drainage lymphatique tout seul. Non, mais c'est vrai. L'idée, c'est s'auto-masser. On le voit notamment chez les marathoniens. C'est pas que des vannes. Hein. Chez les marathoniens ou chez les sprinters aussi également. C'est vrai qu'ils me regardent parler. Il ne vaut pas mieux s'étirer à chaud, en fait, quand le muscle est encore à la fin de l'effort, pour éviter la crampe et la contracture. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il faut dissocier les séances. Si jamais je suis sur du renforcement, bien entendu, comme vous le dites, c'est intéressant de garder une certaine souplesse, mais il vaut mieux le faire en dehors de la séance elle-même de renforcement musculaire. Pour préparer le muscle, oui. Par contre, attention à ne pas trop s'étirer en amont, auquel cas, après, il y aurait plus ce retour. Si jamais j'étire le muscle, il va avoir un retour qui va se faire automatiquement. Si je fais une grande séance de souplesse avant, je n'aurai pas ce retour-là. Donc, il faut vraiment pouvoir s'échauffer en amont. Après, faire le corps de séance de renforcement musculaire. Et le lendemain, si j'ai les courbatures, j'évite de me retirer, sauf si, auquel cas c'est douloureux, mais là, allez plus voir votre médecin si jamais vous êtes blessé. Mais laissez le temps aux muscles de se réparer. Et après, vous pouvez faire une séance complète d'assouplissement, justement pour gagner, pour pouvoir résister justement contre le volume musculaire que vous allez acquérir, et puis que le muscle va perdre de sa souplesse, justement. Donc il va falloir continuellement entretenir cette souplesse. Faut le taper. Et pas d'antidouleur non plus, parce et pas d'antidouleur non plus, d'anti-inflammatoire, parce que si après chaque séance vous prenez un anti-inflammatoire, vous avez plus d'estomac après. C'est pas génial. Non. Alors c'est important aussi tout ce qu'on dit là, tous ces petits exercices pour les muscles, parce que quand on vieillit un petit peu, vous le savez bien, on commence à avoir des troubles de l'équilibre. On n'est plus très sûr de soi, on peut chuter. Il y a tout ce qu'on appelle la proprioception, qui est la perception du terrain inégal, le cerveau enregistre la position dans l'espace, etc. Il y a un petit vieillissement de tous les récepteurs qui donnent l'information au cerveau. Il y a un vieillissement aussi de la vision. Vous savez que l'équilibre, c'est un trépied.
Il y a ce que la vue vous donne comme information au cerveau, ce que l'oreille interne donne aussi au cerveau, et puis il y a tous les récepteurs qui sont dans les muscles des jambes, dans les pieds, tout ça qui... Vous lui dites que je ne suis pas là, hein? Allez-y, madame, je vous en prie. Et toutes ces informations doivent être concordantes. Parce que si le cerveau il reçoit une information des oreilles qui ne correspond pas à celle des yeux ou à celle des jambes, eh ben, vous allez perdre l'équilibre. C'est ce qui se passe dans le mal de mer, par exemple, parce qu'on est sur un bateau, les yeux voient la mer qui bouge d'un certain côté, le bateau bouge d'un autre, l'oreille elle envoie une autre information, il ne comprend plus rien, le cerveau, quand il ne comprend pas, on a un mal de mer, mal au cœur, où on va tomber. Et tous ces exercices-là, cette activité physique est essentielle pour que vous conserviez une bonne information et une bonne réactivité de vos muscles et de vos tendons pour que vous puissiez marcher longtemps et en toute sécurité. Et ça, c'est aussi essentiel. Et ça, c'est un conseil que la généraliste doit donner, non? Ah, la généraliste m'a débranché le micro. J'ai pris celui-là, alors. Allez-y, je vous en prie. Je fais tout, hein. Je répare aussi. Allez-y, je me débrouille. Oui, en effet, on dit bien aux personnes de faire de l'activité physique et quand ils en reprennent, de le faire, je dirais, progressivement pour pouvoir réapprendre tous les réflexes et la proprioception pour pas, en effet, créer de chute. Alors, chez les personnes âgées, encore plus. Ça peut être accompagné quand ils reprennent une activité et même quand, je dirais, on recommence à les faire marcher lorsqu'ils ont été, je dirais, alités à un bon moment. Ça peut être fait avec l'aide, évidemment, des kinés. Ça peut être fait aussi avec les éducateurs sportifs, avec certains qui ont des spécialisations dans l'activité physique adaptée pour les personnes qui ont des troubles au niveau de la santé, et en particulier dans les maisons de retraite. C'est extrêmement important de continuer à travailler sur l'équilibre en même temps que sur l'activité physique. Alors, quelle est la première motivation de ceux qui veulent pratiquer chez les non-sportifs, ceux qui se demandent s'il faut faire une activité physique mais qui aimeraient bien? Eh bien, vous allez voir que la première motivation, c'est pour perdre du poids. La deuxième, c'est pour être en bonne santé. Et la troisième, c'est pour devenir comme Nordine. Je suis gentil, non? Et d'habitude, tu mets des t-shirts plus moulants, là. Tu m'excites, moi, ce soir. Après, Michel, après. Perdre du poids, alors, malheureusement. Eh ben non, voilà, ça allait tomber sur moi, c'est sûr. Ouais. Je suis désolée. Après, le muscle, c'est lourd. Parce que vous en occupez de l'alimentation aussi, vous. Oui, le muscle, c'est lourd, donc on ne perd pas de poids, sauf si on y associe une hygiène alimentaire. Je n'ai pas dit régime, attention, je bannis ce mot. Donc, c'est un leurre, on ne perd pas de poids. Mais on gagne du muscle, et j'ai dit que le muscle dépensait plus d'énergie au repos. Donc, de toute façon, on est gagnant, dans tous les cas. Enfin, il ne faut peut-être pas laisser croire aux gens qui vont perdre du poids en bougeant. Non, mais on remplace la graisse par le muscle. On ne remplace pas. C'est un mécanisme différent. On a plus de muscles et moins de graisse, mais ça ne se remplace pas. Bon, d'accord, on ne remplace pas, si vous voulez, mais... OK. On est mieux sculpté. Admettons qu'on a un petit bidon comme ça. Le petit bidon, c'est très mauvais pour la santé. Justement, j'embraye un petit peu. Ce petit bidon, en fait... Bah, vous avez qu'à répondre avant que je pose des questions, si vous Oui. voulez. Oui. Allez-y. Allez-y, posez. Non, je vais me retirer. Alors, donc... Ça brioche, ça va. Bon, je reparle de la brioche, alors, donc. Vous parlez de ce que vous voulez. D'accord. Donc, cette obésité dans le ventre, abdominale ou viscérale, ou androïde, parce que c'est celle des hommes, j'en suis bien désolée, en fait, c'est la mauvaise graisse. C'est celle qui sécrète des toxines, en quelque sorte, qui donne l'hypertension, le diabète ou le prédiabète et le cholestérol. Et c'est celle-là qu'il faut combattre. C'est ce petit bidon-là, en fait. Pas du tout la culotte de cheval, où finalement, c'est assez disgracieux, mais pas grave. Tandis que le petit bidon, il tue, en fait. Parce que la tension, le cholestérol et le diabète, on a vu, ça a bouché les artères. D'accord. Est-ce que notre ami psychologue qui est à côté de vous, Laurence, vous êtes d'accord sur ces problèmes Il y a beaucoup de gens qui vous êtes psychologue, donc aussi, et vous vous occupez d'alimentation, donc c'est une psychologue de l'alimentation. Je ne savais pas que ça existait. C'est pas comme ça, mais des troubles. Oui, mais parlez devant le micro, parce que sinon, il n'y a que moi qui vous entends. D'accord. je corrige, je suis psychologue avec des personnes qui ont des troubles de l'alimentation. Ah, d'accord. Très bien. Mais c'est pareil. Ben, oui, enfin, cela dit, je ne veux pas contredire ma collègue, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez la contredire. Hein. Ben, je vais le faire un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait du sport pour perdre du poids, c'est déjà une bonne motivation. Qu'ils fassent du sport pour perdre du poids, même s'ils le font pour ça et même s'ils ne perdent pas du poids, c'est déjà bien.
Donc oui, On leur laisse croire, c'est faites ça. du sport. Après, alors par rapport au poids, c'est vrai que si on fait du sport, on se sculpte différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on va peut-être pas peser moins lourd sur la balance, mais on se sentira mieux, on se trouvera mieux, et c'est très important. Alors c'est l'estime de soi, hein, c'est la psychologie. On dit la même chose là, hein, Voilà. je te signale. Mais... Oui, mais je voudrais bien qu'ils fassent du sport pour perdre du poids. Au moins, ils font du sport. Nordine, tu veux te mettre entre les deux. Non, mais ce qui est important, c'est que va vous vous fighter. mettiez à faire du sport. On va être d'accord au final, que vous mettiez à faire du sport et que déjà vous vous sentez mieux dans votre corps parce que vous allez vous sentir mieux, hein. Vous allez mieux respirer, vous allez être plus actif grâce aux exercices de Nordine, etc. Et quand on se trouve mieux dans son corps, on est forcément... le cercle négatif est enrayé déjà. En même temps, quand on fait du sport, c'est vrai qu'on est moins sédentaire, on a moins d'activité sédentaire. Et malheureusement, en particulier chez les jeunes, le fait par exemple de se coller devant la télévision, on ne fait pas que la sédentarité, en plus on grignote. Parce que, évidemment, devant la télé, c'est beaucoup plus sympa d'avoir en plus les gâteaux à portée de main. Donc je dirais que de toute façon, l'intention en effet de perdre du poids, elle n'est pas forcément mauvaise, parce qu'en effet, dans le temps où on fait du sport, généralement, pendant ce temps-là, on grignote moins. Et puis si on fait du sport un peu intensément, juste après, on a moins faim. Une petite mise au point, j'ai pas dit qu'on maigrissait pas, j'ai dit qu'il faut associer une hygiène alimentaire pour maigrir. Non, on dit pas. Voilà, on dit tous la même chose en fait. Si, je crois que vous l'avez dit quand même. Voilà. Et quand je vois tous ces petits chiffres, là, c'est vrai que ça me fait penser que c'est pas comptable ce genre de choses. On leur dit pas faites 2 heures de je ne sais quoi pour perdre tant de calories parce que vous en avez tant à perdre. C'est un équilibre alimentaire, c'est une balance. On s'acharne à leur expliquer qu'ils peuvent manger de manière raisonnable, sans régime, encore une fois, avec un équilibre alimentaire et des craquages et un plaisir, parce que c'est au long terme. Je parle des patients en surpoids, hein, avec du diabète. Mais qu'en même temps, ils peuvent dépenser ce qu'ils ont surmangé en quelque sorte. Donc c'est une balance, c'est tout. Et on ne va pas compter le nombre de pas que coûte un Mars, parce que sinon vous ne mangez jamais le Mars. Alors, ce qui est intéressant, j'ai bien aimé, sur chacune de vous trois, c'est qu'il faut prendre... Oh, le faux cul. Je vais pas me mettre d'un côté ou d'un autre. Non, c'est qu'il faut garder cette notion de plaisir, et je l'ai entendu avec vous trois. Garder cette notion de plaisir, varier aussi également les exercices. Ne vous cantonnez pas à n'effectuer que de la marche à pied. Si vous pouvez aller en piscine, allez-y. Si vous pouvez aussi y aller en vélo, allez-y aussi également. En variant, vous allez éviter cette lassitude. Attention aussi à l'évolution, aussi à travailler en binôme, avec une amie, avec un ami. Ça peut être un moteur au départ, mais après un frein. Si jamais elle est absente ou il est absent, tiens, je vais rester. Je vais me mettre un peu plus en arrière aussi également. Y aller progressivement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, par rapport, pour rebondir sur le canapé, ce qui est intéressant, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je me suis entendu parler. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir programmer aussi dans votre agenda des rendez-vous durant lesquels vous allez vous fixer des entraînements. D'accord ? Il n'y a rien de pire que de dire, tiens, peut-être que mardi, je vais me faire 30 minutes de marche. Mettez-le dans votre agenda comme si vous aviez rendez-vous chez un spécialiste et vous y tenez. D'accord ? Et puis, pour les personnes qui n'auraient, entre guillemets, jamais le temps, programmez votre réveil aussi, j'en sais rien, à 19h ou 19h30. Vous allez voir, une fois sur deux, vous allez vous surprendre en train de manger des chips devant la télé. D'accord ? Donc, pensez à ces petits mémos-là qui vont vous permettre tout doucement d'intégrer l'activité physique. Juste, je voulais rebondir sur ça. Non, mais on dit qu'on n'a pas le temps, mais je pense que c'est une mauvaise organisation. Ne me faites pas peur. C'est une mauvaise organisation, c'est-à-dire J'ai que... vu que ça chahutait un peu. C'est ça. Quand on est dans la journée, par exemple, on doit aller chercher les enfants. Souvent, l'école n'est pas très loin. C'est garer la voiture à la maison et y aller à pied. C'est des petites choses qui font que dans l'organisation quotidienne, on dit « j'ai pas le temps, je suis pressé ». Et quelques petits changements d'organisation au quotidien font qu'on va faire une petite activité. Il y a un dicton qui dit... Attendez. On est trop pipelette. Donc je disais la même chose pour une fois, à savoir qu'on fixe aux patients des micro-objectifs, des tout petits objectifs atteignables dans la vie courante, mais on doit les fixer de manière précise. C'est-à-dire on ne dit pas on va marcher demain, on dit demain on marche de 8 à 9 avec le chien qu'on a sorti préalablement, avec les enfants qu'on a prêtés au mari et avec la copine XYZ qu'on a avertie. Parce que si on ne les fixe pas aussi précisément, les micro-objectifs, ils ne les font pas. Donc on fait ça aussi, on les détermine très précisément. Dans le dicton, il dit si tu ne prends pas le temps de faire du sport, il faudra prendre le temps d'être malade. C'est pas mal. C'est pas mal. Nordine, tu es venue avec d'autres... On va parler après, pour terminer notre partie là du cerveau, parce que vous allez voir combien l'activité physique est bonne pour le cerveau. Moralement, on en parlera avec Laurence, mais vous verrez aussi que c'est bon pour le vieillissement du cerveau, pour nos neurones, pour
Le cognitif, je ne sais même pas lequel d'entre vous révisez un peu parce que. Hein, a priori, c'est vous. Hein. Hein, Nordine, tu es venu avec du matériel. Explique-nous. Pareil, du matériel pas très cher. Ouais. À quoi ça sert alors? Tout à l'heure, on a parlé de proprioception, d'équilibre justement. Ce qui est intéressant, alors là, moi j'ai ramené ce style de coussin-là, voilà, que ce soit blanc ou transparent. Vous pouvez le faire, et puis en plus vous êtes dans le sud, alors soit avec des coussins chez vous, mais aussi dans le sable. Ce qui est hyper intéressant, justement, Michel a parlé des petits capteurs qu'il y avait à l'intérieur des muscles et qui permettent d'obtenir un bon équilibre. Là, l'exercice qu'on a effectué tout à l'heure sur les jambes, si jamais je le fais ici, automatiquement, vous voyez mes jambes là. Donc là, tous les petits capteurs, ils se mettent en route. Ça vaut 10 € ici. Et là, je vous assure, c'est plus du tout le même travail. Michel, il va vous montrer. Non, je ne fais pas. Il faut on va demander à la généraliste de venir nous Allez. voir. Venez. Viendez. Vous avez des talons? Ah, vous pouvez repartir, merci. Attends, j'ai vu une dame qui avait des baskets. Vous avez des baskets, vous, madame? Oui, c'est vous que je regarde. Non, regardez pas votre voisine, c'est vous. Vous avez des baskets, là? Si, mais attendez, venez. Venez nous voir, venez. Et quelqu'un comme vous qui marche avec des baskets dans la journée, enfin, ça ressemble à... Ah non, c'est pas des baskets, en fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est des chaussures, ça? Hein? Comment vous appelez? Evelyne. Donc, ça tombe bien, avec Evelyne, je vais montrer différents exercices de Pourquoi ça tombe bien? Parce que justement, j'ai quelqu'un qui veut pas faire le travail. Parce que tu cherchais une Evelyne. Donc on va se mettre ici, hop, juste à côté de moi, et là on va montrer plusieurs exercices de proprioception. L'exercice tout simple qu'on peut intégrer en plus à l'intérieur du quotidien, c'est pendant qu'on brosse les dents, vous mettez sur une jambe, ici, là, simplement. C'est quelque chose qu'on va intégrer à l'intérieur. C'est la brosse à dents, ça. Non, on n'est pas obligé de faire la démo là-dessus. Mais je vous assure que cet exercice-là, je vous en prie, on va se mettre sur un pied, ici, et là pendant que vous faites une deuxième activité, vous allez travailler, vous allez renforcer aussi tous les petits capteurs qui sont à l'intérieur de vos muscles. Si l'exercice est facile, on peut très bien imaginer vous effectuez vous faites votre lacet ici, là, tout en faisant le même exercice. Et là, on aura un travail important. Si jamais je garde la jambe tendue, j'aurai un travail au niveau de la cheville. D'accord? Si jamais je fléchis un petit peu le genou, ici, je vais me mettre de profil, si jamais je fléchis un petit peu le genou, j'aurai travail cheville plus genou. On a parlé du ski tout à l'heure. C'est hyper important en amont, avant de partir au ski, de renforcer justement toutes ces articulations-là. On va l'effectuer, le même exercice, les flexions-extensions. D'accord? Voilà, très bien, c'est parfait. On va le faire ici. Hop, vous mettez un pied, je vous donne la main. Attendez, Michel. je vais me mettre de l'autre côté parce que... Voilà. Vous donnez la main à Michel. Vous êtes fait opérer d'une Non, dans 2 mois, je me fais opérer. Eh bien, comme ça, ce ne sera pas inutile. Hein, non, vous irez pas pour rien, comme ça. Voilà. Donc, rien que là, si on la lâche... Voilà. Regarde, attendez. Vous voyez? Non, fléchissez un peu. Pour adhérer. C'est bon, vous êtes bien là, hein? Voilà. Et là, on aura un travail beaucoup Evelyne, plus... je vais vous lâcher. Super. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Evelyne. On va descendre. Voilà. Et là, on aura un travail beaucoup plus important au niveau de la proprioception. Mais c'est pareil, comme dès qu'il fait beau, allez sur la plage, vous immergez de l'eau jusqu'ici. Et grâce au mouvement des vagues, vous allez avoir un travail proprioceptif aussi également, et puis de gainage de la sangle abdominale et lombaire. Ça, c'est pour la proprio au niveau des muscles inférieurs. Pour les muscles supérieurs, ce ballon-là, qui vaut entre 5 et 10 €. Alors, il y en a de différentes tailles. D'accord? En plus, quand on le gonfle, ça fait marcher les poumons. C'est l'idée. Je vous conseille quand même d'avoir une pompe ou une pompe électrique. Oui, s'il te plaît, assistant. Il ne faudrait pas que madame, elle chute. Ah, ça colle au sol en plus. Alors en fait, oui, c'est la petite technique. Ah, c'est la petite technique pour éviter justement de glisser. Vous le posez, vous mettez un coup de poing, et là, ça ne bouge plus du tout. Voilà. Et pour le retirer, après, voilà. Donc là, ici, pour tout ce qui est proprioception, parce que ce qui est important, c'est de renforcer aussi les épaules. Cet exercice-là, alors là, je vais le faire. Après, on va vous maintenir avec Michel. Rien que cette position-là, on va vous tenir. Et vous maintenez. Rien que là, cet exercice-là, je vais avoir un travail important au niveau des épaules. Alors là, je le fais quasiment horizontal au sol, mais je peux très bien le faire face à un mur, avec le ballon posé sur le mur. Et là, en m'amusant, en dessinant des cercles vers la droite ou vers la gauche, je vais avoir un travail important au niveau de la proprioception des épaules. La proprioception? J'ai que toi, la proprioception. Donc, Evelyne, Michel, tu viens la maintenir, s'il te plaît? Je viens maintenir Evelyne. Je vais tenir le ballon. Bon, et Evelyne va se mettre debout sur le ballon. Vous allez juste maintenir ici. Hop.
vos bras. D'accord? Les mains posées sur le ballon. Vous n'avez pas des prothèses Je vous en prie. d'épaule? Alors, Non. posez les mains dessus. On va se mettre sur cet axe-là, s'il vous plaît. Voilà. Ici, Michel, tu lui tiens les hanches? Je tiens. Merci. Enfin, J'ai peur des photos, Non. je me mets sur le côté. et là, ce qu'on va faire, c'est que tout doucement, vous allez essayer de vous avancer. Avancez-vous. Non, Non, N'ayez je vous tiens, crainte, Evelyne. je vous tiens. Voilà. Evelyne, Sans heureuse bouger les mains. Voilà. Et rien que sur cette position-là, là, je maintiens le ballon. Mais Vous si faites jamais ça je très, lâche, très bien, Evelyne. si jamais je lâche le ballon, Je vous automatiquement, interdis de prendre des photos. c'est les épaules qui vont prendre le relais et qui vont pouvoir maintenir la posture. C'est bien. Il faut vous relever, C'est bien. Evelyne. Très bien. Alors, ça- Merci beaucoup. Donc il y a énormément d'exercices. Merci. C'est pas fini, Evelyne. hein. Il y a énormément d'exercices au niveau de la proprioception. Qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer ça aussi également. Ça, c'est hyper intéressant. Alors ça vaut encore moins cher. Tout ça. L'exercice tout simple, avec ces élastiques. Allez-y, expliquez. Avec, Regardez, Evelyne. Voilà. avec ces élastiques-là, en fait, notamment pour toutes les personnes qui ont des problèmes de dos. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que chez les personnes d'un certain âge, chez les enfants aussi, enfin chez les ados, on les voit avec le dos voûté. Et ce qu'il faut en fait, c'est... Mais ça va encore, hein, vous avez une bonne posture. Evelyne Et ce dit qu'il qu'elle a faut- des problèmes de Ce dos. qu'il faut en fait, c'est Traduit. renforcer tous les muscles ici, là, fixateurs des omoplates derrière, pour repasser les épaules derrière. Et l'exercice principal, ça va être celui-ci. Donc là, vous allez mettre vos mains comme ceci, voilà, très bien, attention toi Michel, ici, là. Et l'idée, ça va être de venir, hop, passer les bras vers l'extérieur. Voilà. Et je reviens en position en contrôlant, et je repars, ici. Et on trouve ça où? Pardon? On trouve ça où? Chez Decathlon, GoSport ou Intersport. Ah, ils vendent ça comme ça? Ah oui, voilà. Il y en a de différentes couleurs. Après, tiens, essayez avec celui-ci. Vous verrez, ça sera un petit peu plus dur. Voilà. Donc là, automatiquement, Ah, il y a si plusieurs résistances. il y a plusieurs résistances. Voilà, automatiquement. Et donc là, grâce à cet exercice-là, qui paraît très simple, mais je vous assure, ça va renforcer l'ensemble des muscles du haut du corps. Attention à Et vous. vous voyez, c'est pareil, hein, ces trucs, ça coûte rien. Ça. Et vraiment, vous achetez ça dans les magasins de sport et vous Un pouvez dernier vous exercice, amuser. Evelyne? Allez, tout simple. Alors là, on va le faire Ça a sur l'air de vous emballer, Evelyne. on va le faire sur le tapis. Vous allez venir vous allonger sur le ventre, Mais s'il vous pourquoi plaît. je suis venu à cette conférence là? Si, Si, on va Michel vous va vous relever. aider. On va vous relever. Sur le ventre, la tête dans le sens que vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, Vous êtes voilà, venu vous allongez sur le accompagner ventre, allongez-vous sur le ventre. Très Evelyne, bien, vous tendez Evelyne. les bras devant vous. Evelyne, vous m'entendez, Evelyne? Vous m'entendez? Oui. Vous êtes venu accompagner? Vous êtes seul? Ah ouais, non, je dis ça, je préfère parce que je pense que je vais me faire casser la gueule après. Donc, l'exercice, alors celui-ci, je ne vais pas vous dire de le faire tous les jours, mais vous pouvez le faire 3-4 fois par semaine sans problème. S'il y a un souci au niveau du dos, il faut renforcer l'ensemble du dos. Comment? Vous allez pouvoir relever les bras, placer les bras devant vous, dans le prolongement du corps, devant, voilà, et vous allez simplement lever les bras. Essayez de les maintenir 5 secondes comme ça, et les jambes aussi également, très légèrement. Vous relevez les jambes, voilà. Vous maintenez cette posture-là sans bouger. Pour toutes les personnes qui ont des soucis au niveau des vertèbres, cette position-là, il n'y aura aucun souci. Sans trop cambrer. Complètement. Ce qu'il faut, c'est éviter justement de relever la tête. Vous levez la tête, vous regardez le tapis. Mais il faut que la nuque soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et cet exercice-là va vous permettre de renforcer tous les muscles spinaux qu'il y a autour de la colonne vertébrale, les lombaires aussi également, et puis l'arrière des épaules qui va vous permettre de repasser les épaules vers l'arrière. Celui-ci plus... Allez, on s'en fait un dernier? Ouais, super. Plus le gainage. Donc le gainage, cette position-là, on va se mettre sur les coudes ici et on maintient. Non mais c'est bon, tirez pas sur votre truc, on voit rien. Voilà, vous levez les... Voilà, très bien. Donc cette position-là, excusez-moi, que les personnes voient. Voilà. Donc cette position... Enfin, c'est juste... Et regardez comme c'est solide. Non. non, c'est bon, vous pouvez reposer les genoux. Voilà, reposez les genoux. Evelyne. Sur cette position-là... Evelyne, vous aimez les films de gladiateurs? Sur cette position-là, la position allongée où vous relevez les jambes et les bras, plus celui-ci, vous avez un travail global de la sangle abdominale et lombaire, plus du dos. Ça vaut 0 €. Vous le faites... 0 €. Vous allez là-bas, vous partez avec, ça coûte rien. C'est bon? Venez. C'est bon, merci merci Evelyne. Vous faites Ouais, on peut l'applaudir très fort. Oui. Non, vous pouvez pas partir avec. Non mais une seconde, partez pas. Vous faites de l'activité physique J'ai fait énormément de tennis. Bon, je réduis. Enfin, le footing, ça fait longtemps qu'on m'a dit d'arrêter pour les articulations, parce que à cause de la hanche. coxarthrose, ouais. Et donc, je joue un peu moins au tennis. Mais sinon, vous faites quoi d'autre à part le Je suis tennis? usée, j'ai fait trop de tennis. Ah bon, d'accord. Ah ouais, je crois. Mais sinon, vous faites un peu d'activité physique, vous essayez de convaincre les gens autour de vous qu'il faut en faire?
Non. Non, je vous remercie, vous pouvez aller vous asseoir. Ok, merci. Ok, je sais pas, il y a des moments où je me demande pourquoi j'interviens. C'est à vous ça? Je me demandais à quoi ça servait, je croyais que c'était à Nordine. Non. Bon, en tout cas, merci, on l'applaudit bien fort parce que c'est... elle n'est pas tombée, hein. Avant que vous posiez vos questions, je voudrais qu'on parle du cerveau maintenant, parce que vous allez voir sur cette diapo tout ce que l'activité physique fait pour notre cerveau. Il est mieux oxygéné, mieux irrigué. Alors bien évidemment, ça découle de tout ce qu'on a dit. On respire mieux, plus d'oxygène, le cœur fonctionne mieux, le cerveau, son carburant, c'est le sucre et bien sûr l'oxygène. Plus vous irriguez votre cerveau, plus vous apportez d'oxygène et mieux ce sera. Un frein à l'atrophie du cerveau. L'atrophie, c'est un terme un peu médical qui fait que le cerveau rétrécit avec l'âge. Ça ralentit aussi cette atrophie. La sérotonine et les endorphines, ce sont des neuromédiateurs qui circulent dans le cerveau et qui permettent aux informations de passer d'un neurone à un autre. Et les endorphines, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle aussi les hormones du plaisir. On va en parler. Et l'activité physique rend intelligent, sauf quand on en fait trop. Vous voyez ? Ça, on ne peut pas dire non plus que tous les joueurs d'équipe de France de foot soient des génies. Je parle du foot, pas du rugby, attention. Hein. Parce que là, le rugby, c'est pas pareil. Surtout à Toulon. Alors, le cerveau, docteur, tout ce qu'on dit là, oxygénation, atrophie, on a même dit que ça retardait l'apparition d'une maladie d'Alzheimer si on devait en avoir une. Oui, ça retarde. Alors, à la fois, ça retarde le vieillissement, et même si on n'a pas commencé à en faire, il n'est jamais trop tard. Il faut commencer à en faire parce que on a vu, il y a des travaux qui montrent que en faisant une activité physique soutenue, là, c'est vrai que on parle davantage de marche, je dirais comme il nous a montré tout à l'heure, quoi, où il faut vraiment, je dirais, accélérer le rythme respiratoire et vraiment augmenter la capacité. En effet, ça peut même, alors qu'on est âgé, augmenter les capacités mnésiques et cognitives. Et on dit, Madame la psychologue, que c'est bien sûr bon pour le moral, que c'est un antidépresseur. C'est pour ça qu'on parle d'endorphines. Hein. Les endorphines, c'est quand même des substances qui, plus on en a, mieux c'est. Dans notre cerveau, que ça augmente l'estime de soi, que ça entraîne un meilleur sommeil, que ça entraîne des liens sociaux plus importants. C'est incroyable tout ce que ça peut faire finalement cette activité physique. C'est vrai que quand on commence à faire du sport, on essaye d'évacuer déjà toutes les tensions. Toute la journée, on accumule ces tensions. Alors après, ça a des impacts physiques et aussi psychologiques, c'est-à-dire qu'on commence à se courber, on commence à être fatigué, etc. Déjà, rien que faire du sport, ça permet d'évacuer les tensions. Souvent, c'est un petit moment qu'on prend pour soi, alors tout seul, à 2, à 3, effectivement. Donc déjà, ça ouvre, ça permet de discuter, ça permet de sortir. Donc effectivement, ça crée du lien social. Ça permet après la motivation, c'est-à-dire que tiens, est-ce que toi tu vas à la salle? Oui, je vais à la salle, viens, on y va ensemble. On va faire une balade dans la forêt, sur la plage un week-end, et puis on emmène les copains. Donc effectivement, après, tout le monde en fait. Donc c'est sûr que ça crée du lien. Et puis l'estime de soi, c'est important parce que quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. C'est-à-dire que pour se mettre en maillot de bain, puisqu'on parlait de la plage tout à l'heure, c'est mieux de se sentir bien parce que si on commence à se mettre en maillot de bain mais qu'on fait tout pour se cacher, c'est pas forcément bien pour le moral. Donc effectivement, faire du sport, ça éveille plein de choses. Ça permet de faire travailler le cerveau aussi parce qu'on est obligé de se concentrer un peu sur soi. Donc ça fait travailler, on pense pas forcément à soi dans la journée. Alors quand on commence à faire du sport, alors ça peut réveiller plein de douleurs, mais au moins ça fait réfléchir sur soi, donc ça éveille la concentration. Tiens, cet endroit-là j'ai mal, donc je vais essayer de me motiver pour bouger un peu plus là. Je vais ouvrir plus souvent le placard avec la main gauche plutôt qu'avec la main droite. Enfin, ça permet de se concentrer effectivement sur son corps en général. Donc tout ça fait qu'effectivement l'activité physique, même basique, je vous dis même marcher, ouvrir les placards, s'étirer, respirer, c'est des choses qui vont faire du bien au corps et aussi effectivement après à l'esprit. Je disais, mes patients à moi, en surpoids, ils ne sont pas forcément à l'aise en maillot de bain. Donc on a trouvé un moyen en créant une association de les faire bouger dans des créneaux qui leur sont réservés grâce aux mairies respectives de la Seine, Toulon et TPM, merci. Et donc dans des salles qui leur sont adaptées et où font une activité physique qui est adaptée à leur personne, à ce qu'ils peuvent faire, et entre eux, donc avec ce lien social, effectivement, et avec le renouveau d'une estime de soi qu'ils ont complètement perdu, enfoui souvent sous le poids.
Donc c'est effectivement ça. Et les gens qui n'auraient jamais pensé pouvoir bouger ont bougé. Et les endorphines, qui en fait de la morphine de l'intérieur qu'on fabrique tout seul, font qu'ils y trouvent un grand plaisir et qu'ils y retournent systématiquement et que c'est presque comme une drogue. Est-ce que Toulon fait beaucoup de choses pour ça? Il y a des parcours santé, il y a des... Alors, il y a des parcours santé. La ville de Toulon a ouvert, fait des bonnes initiatives. Il y a le stade Léo Lagrange, le complexe sportif Léo Lagrange, par exemple, qui est ouvert pendant le week-end pour toute activité non organisée, puisque tout le monde n'est pas affilié à une fédération, même si il faut encourager les personnes à s'engager, je dirais, dans des activités sportives peut-être encadrées. Mais déjà, il peut y avoir ce style de choses. Il y a... alors là, c'est au niveau national, mais je sais que l'Office de tourisme de Toulon est allé le renseigner. Un site internet, mangerbouger.fr, qui depuis un mois a je dirais, enrichi son offre d'un onglet sur bouger près de chez soi. Alors, c'est valable partout, c'est valable aussi à Toulon. Vous allez sur mangerbouger.fr, vous tapez sur bouger, vous avez aussi mangé, il y a plein de choses. Mais on avait bougé près de chez soi, et là, vous avez plein de propositions d'activités qui sont à la fois urbaines, si jamais vous êtes en train de vous y remettre et que vous ne vous sentez pas d'aller, je dirais, très loin. Donc il y a des activités qui sont animées dans le centre-ville, sur des visites, sur des façons un peu ludiques, et puis aussi qui permettent de rencontrer du monde. Et puis il y a tout un parcours, alors je dirais globalement aussi sur TPM, d'abord on a la chance, je ne veux pas être chauvine, mais on a la chance quand même d'être au bord de la mer, donc c'est vrai qu'il y a quand même le sentier qui permet de faire 47 km, et il y a un topo guide. Alors je ne sais pas s'il n'y en a pas quelques-unes qui sont à... Je crois qu'il y avait l'Office du tourisme qui devait mettre à disposition des carnets, mais autrement l'Office du tourisme est place Louis Blanc, juste en bas du cours Lafayette. Et donc, il y a un topo guide qui permet de vous donner tout le long du littoral des petits parcours avec la facilité, avec le degré de facilité ou pas, le temps qu'il faut, le fait de savoir si, en effet, il faut se chausser différemment. Et puis, on a le Pharon, parce qu'on n'est pas que... On est entre la mer et le Pharon. Il y a aussi un sentier pédestre, des parcs prévus téléphériques. Donc par rapport à Paris, vous avez la chance de pouvoir faire des choses ici. On a plein de choses. On a plein de choses, mais avec la pollution. Tout à fait. Comment? Vous avez Montmartre comme montagne. Bon, on a Montmartre, mais alors si vous voulez un coin pollué, alors vous allez là-bas. Il y a tous les quarts de touristes qui vont à Montmartre. On a parlé pendant toute la soirée, là, avant de vous passer la parole, de la prévention du vieillissement pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé, etc. Ce qu'on appelle de la prévention primaire. C'est pour éviter de tomber malade. Il y a aussi ceux qui ont eu des problèmes, notamment des problèmes cardiaques, un infarctus par exemple, une angine de poitrine, et pour lesquels on va essayer de proposer des activités physiques pour éviter qu'il y ait une rechute, qu'il y ait un nouvel accident cardiaque. On parle de prévention secondaire en médecine. Et juste un mot pour ça, puisque vous êtes en train de créer un club sport, santé, c'est quoi, cœur et santé, dans votre hôpital là-bas, à Léon Bérard. En fait, avec le micro. Alors, donc effectivement, c'est dédié aux patients cardiaques qui ont fait un accident cardiovasculaire. C'est des clubs qui sont ouverts dans toute la France, sous l'égide de la Fédération française de cardiologie, avec des initiatives locales. Et donc, on va ouvrir ce club Cœur et Santé. Il est quasiment finalisé. Ça fait un moment qu'on essaie d'y arriver avec le docteur Lamia Tartière qui est ici avec moi. Et ce club est encore une fois dédié aux patients qui ont fait un accident cardiaque. C'est ce qu'on appelle la phase 3 de rééducation. La phase 1, c'est quand on est hospitalisé en soins aigus, on commence à faire de la kinésithérapie aux patients pour pas qu'ils s'ankylosent, pour pas qu'ils font des scars, etc. Et ensuite, la rééducation de stade 2, c'est en centre de rééducation, soit ambulatoire, soit en hospitalisation, comme dans notre centre. Et la phase 3, c'est pour inciter les patients à continuer. Parce que la plus grosse difficulté qu'on a pour faire de l'activité aux personnes, c'est de continuer, en fait. Quand ils viennent chez nous, ils se rendent compte on leur montre qu'ils peuvent refaire des choses, et ils sont toujours très contents d'avoir fait. Et justement, on parlait du vélo d'appartement
Ils nous demandent tous s'il faut qu'ils achètent un vélo d'appartement. Alors là, je leur réponds clairement, il faut surtout que vous sachiez ce que vous aimez faire. Parce que si vous achetez un vélo d'appartement et que vous détestez le vélo, parce qu'on a fait 3 semaines de vélo ensemble, il va finir comme porte-manteau dans le couloir, ça c'est clair. Donc il faut d'abord faire ce qu'on a envie de faire, il faut bouger, ça c'est et ensuite le plus difficile, et c'est pour ça que dans la rééducation cardiaque, on réinjecte régulièrement chez ces patients, une fois par an en général, des séances de rééducation, c'est que petit à petit, les gens perdent la motivation. Donc, comme tout le monde. Et ce club Cœur et Santé a pour but de créer, sous forme associative, une émulation entre les gens. Celui qui est responsable du club Cœur et Santé, c'est un patient. Il faudrait faire ça aussi pour ceux qui n'ont pas eu de problème cardiaque. Tout à fait. Juste une manière de les fidéliser, c'est que dans les groupes qu'on a créés, c'est gratuit et c'est à proximité. Donc ça limite les freins qui sont le coût, l'éloignement. Non, mais c'est ce qu'on a voulu montrer ce soir. On n'est pas obligé d'aller dépenser 600 € par an pour s'inscrire dans une salle de sport pour aller faire une activité physique. Vous avez vu avec Nordine, pour quelques euros, vous avez le matériel. Les parcours santé, vous en avez dans Toulon. Voilà. Et il faut juste être motivé et se dire, voilà, j'espère que avec tout ce qu'on vous a dit ce soir, vous avez compris que c'était important. On va allumer la salle et puis on va vous laisser la parole. Vous avez des hôtesses qui se promènent avec des panneaux, avec des numéros, un peu comme dans les compétitions de patinage artistique. Voilà, vous levez la main. Il faut toujours qu'il y en ait un qui commence, c'est ça le problème. Il faut qu'il y en ait là-bas. Vous me donnez la 4. Allez-y, madame, vous prenez le micro, sinon je ne vous entends pas. Moi aussi, je suis un peu vieillissant. Moi, non. Oui, ben. Tout à l'heure, vous avez parlé de courbatures. Et qu'en est-il des crampes? Les crampes. C'est très, très douloureux. Ouais. Les crampes, comment on évite les crampes, monsieur Nordine? Je vais répondre. Après, je pense que les médecins pourront renchérir derrière. Boire beaucoup, d'accord, que ce soit des boissons énergisantes aussi avec du sodium, du potassium, du magnésium aussi également, qui va permettre d'apporter le nécessaire aux muscles. Après, ce qu'il faut aussi également, c'est tirer progressivement. Il faut aussi également. C'est marrant cette expression que tu as, pour insister sur l'aussi. Donc, à la télé, fais pas ça parce que je vais te charrier. Il y a 1 million de personnes qui regardent. Donc, pour aussi également. Donc, ce qu'il faut également aussi, c'est maintenir. Voilà, aussi également. Il l'a répété là. Donc, ce qu'il faut, c'est sa souplesse. C'est garder sa souplesse. Ça m'a troublé. Ce qu'il faut, c'est garder sa souplesse. Si jamais, je sais pas, vous avez des crampes au niveau des mollets, notamment, voilà. Donc, le premier exercice à faire pour les mollets, c'est celui-ci. Alors, soit là, je vais me mettre ici plutôt. Vous mettez en contrebas. Là, je vais tirer mon mollet droit. Donc là, vous mettez en pointe de pied ici et vous laissez le talon tomber en contrebas. Il faut éviter de pomper par contre, éviter ce mouvement-là, de donner des à-coups progressivement. Dès que vous sentez la tension, vous maintenez. Là, vous pouvez... Les doigts de pied. Alors... Vous allez nous faire tout l'organisme ou pas? Non, c'est pour qu'on... Parce que la crampe... Donc là, ce que vous pouvez faire, alors j'ai pas complètement le matériel nécessaire, pour les doigts de pied, vous pouvez prendre une balle de golf. Soit vous prenez une balle de golf, mais si vous n'en avez pas, vous prenez un rouleau à pâtisserie. Quel est le rapport entre une balle de golf et un rouleau à pâtisserie? Je vous explique, vous retirez votre chaussure et là, vous allez pouvoir masser, détendre voilà, toute la voûte plantaire plus les orteils. D'accord? Et sur le rouleau à pâtisserie aussi, vous allez pouvoir détendre et regagner de la souplesse. Les crampes viennent de notamment l'alimentation et puis l'hydratation, mais aussi par ce manque de souplesse-là, où il y a une tension constante sur les muscles. Balle de golf ou rouleau à pâtisserie. On va demander le cardiologue, il aime bien. Il nous a parlé de sexe tout à l'heure, il va nous parler de la crampe. Alors? Pour parler des crampes, alors effectivement, le principal c'est de bien s'hydrater, ça c'est très important. Et vous pouvez répéter ce que vous avez dit à votre voisine? Je disais que il fallait aussi faire attention aux statines. Non mais regardez les gens, c'est pas grave, moi c'est pas très important. Non mais pour parler des crampes, c'est vrai que c'est donné par le lactate qu'on produit. Et donc il faut bien s'hydrater. C'est ça que vous l'avez fait marrer avec les lactates. Vous me prenez pour un imbécile là. C'est-à-dire qu'elle est morte de rire parce que vous lui avez dit, tu comprends, c'est les lactates. Je connaissais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Littéralement, je lui ai dit d'où l'expression tirer sa crampe. Et ben voilà.
j'ai Voilà. même rajouté que je pense que ça vous plairait pas mal comme expression. Ouais. Je la connaissais, monsieur. C'est moi qui l'ai inventée. Alors, C'est ça qui m'a fait rire, surtout, la deuxième partie. là, je comprends mieux que les lactates. Les lactates, c'est pas fandard, hein, les lactates. Hein. La une. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Vous avez énormément parlé d'activité. Je voudrais savoir un petit problème. Vous n'avez jamais parlé de contrôle. C'est-à-dire, à partir de quel âge faut-il effectuer des contrôles? C'est-à-dire 50, 55, 60. Faut-il effectuer des contrôles cardiaques? Et faut-il effectuer des contrôles pour l'effort physique aussi? J'en ai pas parlé parce que j'attendais la question, monsieur. Si nous parlons de tout avant que vous posiez des questions, il n'y a plus de questions. Mais vous avez raison, puisqu'on dit souvent qu'à partir même de 40 ans, quand on n'a pas repris le sport, on n'a pas fait d'activité physique ou de sport, il faut aller voir son médecin généraliste qui va ensuite vous envoyer faire peut-être une épreuve d'effort pour certains. Alors, on en est où? Ces épreuves d'effort, il faut les faire ou pas? L'épreuve d'effort, c'est quand vous pédalez sur un vélo ou que vous courez sur un tapis roulant avec un électrocardiogramme en permanence pour voir à quel moment vous mourrez. Voilà, c'est ça la question. Alors, les recommandations, il y a des listes de sportifs de haut niveau. Pour les sportifs de haut niveau, ils doivent faire une épreuve d'effort. On s'en fout d'eux. Voilà, on s'en fout. On parle du monsieur qui n'a pas du tout la tête d'un sportif de haut niveau. Voilà. Mais alors, pourtant, qui a l'air très très bien. Bien. Alors, pour les personnes qui veulent se remettre au sport, qui ont tout arrêté, à partir de 45 ans, il vaut mieux faire une épreuve d'effort avant pour voir s'il n'y a pas de problème. Voilà. Plutôt qu'après. Voilà. Plutôt qu'après. Pour avoir le... Et alors, vous la faites comment? Comment on passe? On passe chez le généraliste? Comment ça se passe? Alors oui, ça s'appelle le parcours de soins. Donc en effet, on passe chez son généraliste. On essaye de passer chez son généraliste pour cette consultation-là, pas pour le 4e motif dans la consultation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que généralement, c'est... Voilà, c'est alors, au fait, docteur. Voilà, à la fin. Donc c'est vrai que ce serait bien, même pour le certificat d'aptitude ou de non-contre-indication, comme on l'appelle, de dédier éventuellement la consultation pour pouvoir un petit peu faire le point, sur, comme vous le disiez, les façons éventuellement de s'échauffer, les capacités, quelles sont les règles qu'il faut suivre. Parce que si vous venez, alors c'est vrai que ça nous agace quand les personnes viennent en disant mais c'est juste pour une signature. On se demande un peu pourquoi notre signature aurait, je sais pas, c'est magnifique. Donc, en effet, c'est une vraie consultation, une consultation pour une activité physique ou pour une licence de sport. C'est une vraie consultation avec un interrogatoire, et en particulier pour ce qu'on disait par rapport à l'activité et les problèmes cardiaques, en particulier pour les personnes qui fument. Ça peut être extrêmement important, je dirais, de prendre le temps de faire éventuellement un bilan cardiovasculaire, même avant 45 ans, pour éviter que ça Comme ne quoi, tombe c'est au pas drame. rentré dans les mœurs encore, parce que les gens viennent voir un médecin parce qu'ils sont malades, la plupart du temps, pour un vaccin, mais pour reprendre une activité physique, c'est pas quelque chose de naturel. On va pas voir le médecin pour lui dire, tiens, en fait, est-ce que je peux faire de l'activité physique? Parce que d'abord, on l'a entendu et on l'a vu dans les sondages. Les gens ont peur, ils se demandent s'il faut en faire, s'il ne faut pas en faire. Le généraliste, il ne sait pas trop ce qu'il va lui raconter. Et en plus, les gens ne vont pas prendre un rendez-vous exprès chez le médecin pour avoir un certificat. C'est un tort. Oui, c'est un tort, mais il faut mettre ça effectivement à la fin de la consulte. Et si on est diabétique, il faut en plus avoir fait un bilan des complications avant pour éviter qu'elles s'aggravent, donc les yeux, les reins, les nerfs, le cœur, etc. Vous êtes un peu monomaniaque, hein, vous. Non, j'essaie de m'exprimer parce qu'on n'aime pas trop parler diabète. Non. Et donc les pieds diabétiques aussi, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut bien les chausser. Je suis sûre qu'il y a des diabétiques là dans la population qui est là, puisqu'il y en a 3 millions. On ne va pas demander que ça, c'est secret médical. Il y a des diabétiques? Je les vois, je les reconnais. Non, il n'y en a pas, vous intéressez personne en fait. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup passé la parole. Je plaisante. Le 3. Bonsoir. Bonjour. Vous avez parlé beaucoup de cerveau. Attendez, j'entends pas là. Vous mettez le micro devant la bouche. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes qui ont eu 2 AVC en 3 ans et qui sont grabataires depuis 5 ans? J'ai essayé de résumer parce que c'est trop long à expliquer. Alors, donc 2 AVC et grabataire. Si déjà, la définition de grabataire. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Bon, en tout cas, on va parler des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux et qui ont des handicaps post-accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qu'on fait pour eux rapidement, monsieur le cardiologue? En général, après un accident vasculaire cérébral, les patients passent en centre de rééducation, déjà.
où on fait un gros travail. Bon, c'est pas mon service, c'est le service juste en dessous, mais ils font un gros travail donc au niveau des corrections de l'ergothérapie. Salut, à bientôt. Hein, donc un gros travail musculaire pour récupérer, puisqu'on sait que quand on stimule les patients qui ont fait un AVC, on peut récupérer jusqu'à longtemps. Et même quand ils commencent à diminuer, en les restimulant, on regagne sur leur faculté de se déplacer. On fait beaucoup d'ergothérapie pour leur apprendre aussi à utiliser les objets avec leur handicap. Donc même chez eux, c'est important de travailler, même malgré leur handicap, c'est important de travailler leur capacité musculaire. Dernière question. Juste, je pense que c'est pas parce qu'on a un handicap ou qu'on se sent handicapé qu'on ne doit pas essayer de faire du sport ou de l'activité physique, parce qu'au contraire, là on a vu des exercices, mais tout est adaptable. Même si on est dans un fauteuil roulant, on peut faire quelques activités avec les bras parce qu'on s'en sert encore. Enfin, tout est adaptable. Je pense qu'il faut poser les questions aux médecins d'abord généralistes, qui ensuite vous orientera. Il y a beaucoup de spécialités. Effectivement, il y a l'ergothérapie. Enfin, il y a beaucoup de spécialités qui vont vous permettre de retrouver certains gestes du quotidien et améliorer comme ça votre condition physique. Effectivement, cet après-midi, même en atelier, on est arrivé à faire danser un monsieur avec un déambulateur. La bachata, c'est pas tous les jours quand même. Qui était diabétique, rassurez-moi. Non, mais non, juste obèse, désolé. Il n'était pas diabétique. Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il avait du poids en trop. Ah bon? Oui, je fais plein de choses, je suis pas monomaniaque. Dernière question. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je voulais vous demander, moi je fais de l'arythmie. De l'arythmie. Oui, et arythmie cardiaque. Je m'adresse au cardiologue. Qu'est-ce que je pourrais faire comme sport? Et vous êtes traité pour votre arythmie? Oui. C'est une arythmie cardiaque? Oui. Cardiaque, oui. Une arythmie, c'est l'oreillette qui... Voilà. Ça l'appelle... En fait, c'est l'oreillette qui bat un peu la chamade. J'ai le cœur qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Enfin, les battements, pas le cœur. Mon battement. C'est l'amour, ça. C'est l'amour. Bon, je suppose que, comme vous savez que vous faites de l'arythmie, vous avez un cardiologue qui vous a donc déjà pris en charge de ce côté-là, au niveau du traitement. Mais l'arythmie ne contre-indique pas l'activité physique. Et ce que je vais dire, c'est le message que je veux faire passer ce soir, c'est qu'il faut que vous fassiez une activité physique qui vous plaît. C'est la base, effectivement, pour être sûr que vous allez continuer à bouger. C'est pas la peine d'aller... Parce que mon problème, c'est que quand je marche trop, souvent je suis essoufflée. Alors là, justement, je rebondis sur la question du monsieur précédent, sur la qualité de vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que forcément, quand on commence à faire de l'activité physique, on va décaler son seuil d'essoufflement. C'est vraiment la base du cercle vicieux du déconditionnement mu. C'est-à-dire que moins on en fait, plus on est essoufflé tôt. Et plus la qualité de vie diminue. Alors il faut essayer de le faire tourner dans l'autre sens. Plus vous allez en faire, plus vous allez être essoufflé, plus pour des efforts plus importants, et petit à petit, vous allez être de moins en moins essoufflé. D'accord. Allez, une dernière, la 2. Bonsoir. Voilà, j'ai une question qui porte sur l'ostéoporose et je voulais savoir si la pratique d'un sport ou de sport pouvait permettre justement, peut-être pas d'enrayer, mais de limiter peut-être les dégâts à ce niveau-là. Et dans une ostéoporose qui est très installée, très importante, est-ce que la pratique du sport est conseillée en connaissant les risques quand même, puisque bon, il ne faut pas chuter, il ne faut pas se casser, voilà. Mais est-ce que ça peut apporter quelque chose en complément d'un traitement qui, malheureusement, les traitements sont pas tout à fait au top, hein, il faut dire ce qui est. Mais est-ce que ça peut apporter quelque chose en considérant à la fois les risques et l'apport? Alors déjà, en prévention de l'ostéoporose, c'est vraiment la clé. Hein, c'est vraiment extrêmement important de maintenir une activité physique et ça pourra remplacer pour certains, enfin je dirais reculer le moment où éventuellement il y aura une ostéoporose à traiter par des médicaments. Mais même chez quelqu'un qui a de l'ostéoporose, alors évidemment comme vous le dites, en évitant les activités physiques et sportives qui pourraient entraîner des chutes et donc des fractures particulières. Mais sinon, évidemment, que l'ostéoporose va améliorer la calcification et donc est un traitement à part entière de l'ostéoporose. En plus du traitement, si évidemment il y
Oh, c'est pénible, hein. Et puis en plus, il y a un élément tout bête, c'est que quand vous contractez un muscle, ça tire sur le tendon, il est attaché à l'os, et que quand le tendon tire sur l'os, ça fabrique de l'os. Donc voilà, alors c'est parfois un petit peu juste à l'endroit où vous le sollicitez, mais c'est tout le squelette qui peut en bénéficier. Voilà, je voulais vous remercier. Oui, monsieur, j'avais dit que c'était la dernière. Bon alors, vraiment parce que vous insistez, mais court, hein. À court. Bonsoir. Bonsoir, Toulon. Non. Bonsoir, messieurs les médecins. Je vous félicite. Vous avez remarqué qu'il y avait des dames ou pas? Les médecins, je vous félicite pour votre déroulement, vos explications et tout. Je me présente. Colin Lucien, 82 ans. Ancien combattant. Voilà. Indochine, 5 ans d'Algérie, 20 ans de gendarmerie. Toujours avait fait du sport. Bravo. Voilà. Est-ce que vous avez expliqué? Je l'ai toujours fait. C'est pour ça que je suis en bonne santé. Eh bien, écoutez, voilà. Vous êtes un parfait exemple. En tout cas, merci Lucien pour votre témoignage, parce que vous n'avez pas fini peut-être, non? Michel Simès, c'est moi. Je suis heureux de vous voir, car je suis devant le poste sur chaîne 5. Lucien, je vous dis merci. Voilà, et c'est pour justement être comme Lucien qu'il faut vous bouger et faire de l'activité physique. Je voudrais remercier de nouveau la ville de Toulon et Madame Geneviève Lévy de nous avoir accueillis, parce que c'est avec elle que nous étions en contact et qui a cru en cette conférence. Remercier nos partenaires, la Mutuelle Générale bien sûr, Alain Afflelou, nos partenaires médias Var Matin, France Bleu et Télé Loisirs. Vous remercier nos orateurs. Et j'espère juste une chose, c'est que vous avez bien compris pourquoi il fallait se bouger, et que vous avez compris aussi qu'avec juste quelques euros, et ce que vous a montré Nordine, vous pouviez améliorer considérablement votre niveau de vie et votre qualité de vie. Je ne parle pas d'espérance. Merci à tous.